font 5 000 € de CA par mois, ils se disent il me faut un media buyer. Ouais. En vrai, non. Prends même 2 heures de formation, tu vois, avec une agence comme toi ou quelqu'un qui peut expliquer les bases. Et pour le coup, c'est toute la chaîne de travail qui tombe à l'eau. Puisque du coup, même si tu as beau passer beaucoup de temps sur le montage, beaucoup de temps sur la recherche d'ads, beaucoup de temps sur les offres, tout, s'il y a un élément de la chaîne qui est cassé, bah, tout tombe. Le fait que ça soit en out of stock, Ouais. ça donne une intention d'achat qui est encore plus élevée puisque les gens veulent avoir ce qu'ils peuvent pas avoir. C'est de croire vraiment intimement que c'est un bon produit, que ça peut être un hero product, etc. De faire une grosse commande pour dire ok, je vais faire un gros lancement. En fait, ça marche pas, on se retrouve avec du stock sur les bras. Et là, c'est difficile. Même, tu vois, on a des clients aujourd'hui qu'on accompagne, on leur explique nous, tout notre parcours, ce qu'on a fait et tout, et à quel point Meta peut être un levier, mais pour n'importe quoi, hein, pour une app, pour même t'as un business physique. Et on a beau être bon tout seul, des fois c'est vrai que d'avoir des infos du marché externe, c'est aussi important d'avoir des tendances, d'avoir des choses comme ça. Et c'est aussi un élément qui nous a donné envie de certaines fois externaliser. Même que celui qui se concentre à fond dans son taf, il peut pas être à fond dans son couple, il peut pas être à fond avec ses enfants. Notre record, ça a été 440 000 en 24 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe et Timothée qui sont les cofondateurs de Lilyskin. Christophe, Timothée, comment allez-vous ? Super. Eh Merci bien, de l'invitation. Merci à vous d'être là, ça me fait plaisir. Je sais que vous êtes levé tôt ce matin pour être là, donc on va essayer d'être dynamique. Christophe, Timothée, vous êtes les cofondateurs de Lilyskin, qui est une marque skincare D2C, connue notamment, mais pas que pour ses pads démaquillants réutilisables. Votre histoire elle est assez atypique, puisque à la base vous étiez DJ, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes ensuite passé par le dropshipping, et ensuite vous avez lancé votre marque, donc Lilyskin, qui a généré 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement quelques années. Petite particularité, vous me corrigez si je me trompe, mais majoritairement drivé par la publicité Meta. Exactement. Et du coup, il y a plein de questions qui me tardent de vous poser. Je suis très content de faire cet épisode, ça fait un petit moment que je voulais vous recevoir. Donc ce que je vous propose peut-être pour commencer, c'est de vous laisser vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Bah alors Timothée, on vient du sud de la France, donc moi j'habite Pégoma, à côté de Cannes. On était un petit peu dans notre sud chéri, loin de l'agitation parisienne, on vient de temps en temps. Et du coup, donc sur Lilyskin, j'étais principalement sur côté influence, côté offre, côté logistique, ces biais-là. Même si on était dans le même bureau avec Chris et qu'on partageait sur tous les sujets importants, mais c'était, on va dire, principalement c'est le niveau de responsabilité que je respectais moi. Et moi c'est Chris du coup, j'ai 30 ans, meilleur pote de Tim depuis l'enfance. Et du coup, moi j'étais plutôt en charge sur Lilyskin de toute la partie acquisition, donc créatif stratégiste, tournage, montage au début, enfin j'ai un peu tout fait, et driver vraiment tout ce qui était vendre au sens large. Donc voilà. Trop bien. Est-ce que vous pouvez, pour qu'on situe un peu, vous pouvez nous donner quelques chiffres ou infos un peu clés sur Lilyskin alors pour remettre dans le contexte, vous n'êtes plus aujourd'hui aux manettes de Lilyskin, vous avez cédé la société il y a... En mars. En mars, ok. Donc ça fait un peu moins d'un an, ça fait même 6 mois. Et, mais du coup à l'époque, ou en tout cas les derniers chiffres que vous avez, c'était quoi Lilyskin quand vous avez arrêté dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, du coup, tu l'as dit, environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où on s'est arrêté. On avait une douzaine d'employés fixes au bureau. Après, avec plein d'agences, tout un écosystème autour de nous qui nous aidait. Je dirais une bonne 50aine de produits en vente sur le site, variantes compris, couleurs, taille, etc. 300 000 clientes. Ouais. Puis voilà. France principalement ou francophone, ouais. Benelux, mais France 80%. France, Belgique, Suisse, mais ouais, majoritairement France. Ok. Et full online du coup, ou vous vendiez aussi en... Quasi full online. On répondait à la demande entrante pour un petit peu de B2B, mais c'était très peu. Énorme. Et ça, en combien de temps du coup c'est passé de zéro à ce volume-là ? On a lancé la boîte en fin 2020, ouais. Juste après le Covid, l'année du Covid. Et on a revendu là, début de 2025, donc un peu moins, 4 ans. Quoi. Énorme. Déjà bravo, parce que on en voit peu des croissances aussi rapides en France dans l'e-com, donc très très cool. Je suis curieux de savoir, alors moi je la connais un petit peu, mais tout le monde la connaît pas. Si vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire derrière Lilyskin, comment ça a commencé. Tu viens de dire que vous étiez meilleurs potes au départ, curieux de savoir un peu tout le cheminement.
Ouais, Oh, bah, on a un c'est fait. sacré parcours. Ouais. Vas-y, Thibaut. En fait, le parcours, comme tu l'as dit, avant on était dans une société d'événementiel, donc le Covid a fait que l'événementiel forcément s'est arrêté. Mhm. On s'est retrouvé à devoir rebondir et on a rebondi sur le e-commerce, bien nous a senti et on a pu, grâce à la formation de Yomi à l'époque, les contenus qu'on trouvait en ligne rapidement prendre en compétence. Et les skins, ça a surtout été avant les skins des échecs, puisqu'on a fait plein de sites, plein de petits échecs à la dropshipping pour se lancer et un petit peu se faire la main et essayer de faire un maximum de testing pour surfer sur la vague e-commerce pendant le Covid, qui était quand même un temps doré, on va pas se mentir, pour le côté e-com. Donc on essayait de vraiment surfer la vague au maximum. Donc pour nous, c'est un très beau moment, le Covid, puisqu'on était à travailler comme des fous et essayer de lancer même des fois un site par jour. Ok. Pour essayer de tester pour trouver un produit qui puisse être rentable. Donc à l'époque, c'était énormément de dropshipping comme on faisait à l'ancienne. Et jusqu'à ce que on trouve un produit qui marche mieux que les autres. Et qu'une fois qu'on avait validé le marché, on décide de créer une vraie marque. Et c'est là qu'est né Lilyskin, où on a créé une marque, du coup, une fois qu'on avait testé le marché en dropshipping. C'était combien de produits ou sites vous avez testé, vous savez à peu près? Une trentaine, Ouais. plus d'une trentaine. Ah, quand même. Et dans même industrie ou à chaque fois c'était... Non, c'était vraiment... en fait, à l'époque du dropshipping, il y avait un peu cette croyance globale qui était c'est le produit qui fait ta performance. Donc du coup, on disait beaucoup, il faut trouver le produit winner, le prochain produit winner, machin et tout. Et donc nous, on était dans cette pensée-là, parce qu'à la base, on était DJ. Donc 6 mois avant, on n'y connaissait absolument rien. Au com, à la pub, à ce que tu veux. Ce qui était vrai à l'époque d'ailleurs, même que c'était le produit winner, pour beaucoup. Voilà, c'était pas mal ça. Mais bon, après, maintenant, on pense que c'est la créa, mais on y reviendra. Et avec l'expérience. Mais du coup, voilà, il arrive un moment où on avait, si tu préfères, une espèce de structure de site, tu vois, un template sur Shopify, un peu générique. Et en fait, dès qu'on trouvait un produit par plein de moyens différents, il y avait parfois des sites qui donnaient des produits, il y avait de la veille concurrentielle sur les bibliothèques publicitaires et tout ça. Et on créait un logo, on reliait le site à un truc AliExpress ou voilà, avec des connecteurs. Et on faisait des fiches produits très rapidement et on prenait des footages à droite à gauche comme on faisait à l'époque du dropshipping. Tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du produit, tu trouves des petits bouts de vidéo à droite à gauche, tu t'assembles tout. Et on lançait ça en pub et si ça marchait dans les 24 heures, on continuait. Si ça marchait pas, on coupait, on refaisait pareil. On supprimait tout le contenu du site, on gardait la carcasse et on refaisait en boucle. Quoi. Ok, donc tu as vraiment un process de test. Un process, c'est vite dit. Ouais, voilà, on avait notre process à nous, mais je veux dire, il n'était pas formalisé. Mais ouais, on essaie de perdre le moins de temps possible en se disant, on sait très bien que là, les gens, ils sont en confinement chez eux. Et c'est maintenant, quoi. Ouais. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a souvent, je pense dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que parfois tu as des marques e-commerce où tu vois, tu as une histoire un peu personnelle qui est liée, ce genre de choses. Et moi, ce que je vois beaucoup, en tout cas, on a reçu des marques ici qui fonctionnent comme ça. Tu as une approche presque mathématique, tu vois, du truc en disant d'abord, on va tester et voir si les composantes de mon produit ou de mon site ou de ma marque fonctionnent. Et ensuite, on va du coup en construire une marque et bâtir toute l'ADN. On a été très mathématicien dans l'approche depuis le départ, même dans toute notre manière de gérer la boîte et la stratégie et tout ça. Il y avait bien sûr une part de feeling, une part d'humain, on n'est pas des robots, mais on essayait quand même toujours de valider toutes nos décisions par des données, quoi. Et c'était quoi d'ailleurs qu'est-ce qui vous disait ce produit a un potentiel? Vous regardiez quoi? Panier moyen? C'était déjà les ventes avant tout, parce que les ventes, c'était déjà tout début, le testing, c'était comment réagissaient les ventes, parce que vu que c'était du testing, si on arrivait à vendre, on savait qu'on allait par la suite pouvoir optimiser, voilà. Donc c'était déjà avant tout voir s'il y avait de l'intérêt de la vente, et au bout de 24 heures, si on avait 0 vente, on laissait tomber. Si on avait 1, 2 ventes, etc., on réfléchissait, mais donc c'était principalement la vente le principal critère à cette époque. C'est de l'attraction, quoi. L'attraction, et on choisissait les produits surtout en fonction des tendances qu'il y avait aux US. Ceux qui faisaient des pubs qui marchaient un peu mieux. À l'époque, il y avait AdSpy qui marchait bien. Où on allait voir la social proof en fait, de certaines ads. C'est comme ça qu'on trouvait les produits. Et voilà, après on lançait. Et à quel moment vous vous êtes dit... Donc Lilyskin, c'était un produit aussi à la base que vous avez testé en drop? Ouais, c'est ça. C'était une marque qui s'appelait Multinuage. Ok. À l'époque. Et du coup, là pour le coup, c'est le premier site qui a vraiment fonctionné pour nous. Donc là, c'était plein moment du Covid. Vraiment, on a lancé, je crois, les premières pubs 2-3 jours après, il y a le confinement. Okay. Et
Et du coup, là, on a vraiment, en l'espace de 3 mois, fait presque 1 million d'euros de CA. Mais bon, c'était vraiment énorme. Et que c'est un sacré test quand même. Ouais, oui, c'était un c'est beau un test, ouais, test concluant. C'était bien, C'était bien vraiment- validé. Je mets vraiment des guillemets parce que c'était le moment du confinement. C'était Ouais. un moment un peu hors du temps qui fait qu'aussi, je pense qu'en temps Ouais. normal, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Mais on a quand même une traction qui était bien plus forte que sur tous les autres. Les règles du jeu étaient un peu différentes, mais quand même. Totalement même. Voilà, un petit peu différente. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a réussi à faire marcher ce site du moment où on a demandé à notre stagiaire de faire une créa pour nous. C'est-à-dire qu'on en avait marre, en fait, on trouvait pas assez de footage pour faire nos propres créas. Donc on s'était dit, on avait une petite stagiaire dans notre boîte d'événementiel du coup, qui était avec nous, Romane, on la salue toujours. Tous les podcasts en parlent d'elle. Toujours, parce que c'est la stagiaire la plus rentable de l'histoire. Voilà, on l'appelle comme ça. ROI de la créa. C'est ça. Et donc du coup, avec sa pub, on avait tourné pendant 3 mois avec une Ah pub. ouais, quoi. énorme. Ouais, voilà. Et alors, à quel moment vous vous dites, comment vous dites, ok, c'est lui, c'est bon, c'est ce produit, on le sent. Donc, bien évidemment, le million, j'imagine, aide. Ouais. Mais au début, comment vous dites, ok, on arrête de tester, là, il y a un truc, c'est quoi les premiers C'est ça, on avait indicateurs? testé, je crois, on faisait 50 ou 100 euros par jour de budget test. Et on l'avait lancé, on avait peut-être fait 300-400 euros, tu vois, ROI de x3, x4. On n'avait jamais connu ça, donc on se dit, on va doubler, on va voir. Le lendemain, pareil, etc. Sans opti encore sur le. Rien. Ah ouais, ok. Ouais, non, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. De suite, une traction sur le produit qui fait que derrière, on s'est dit, ça vaut le coup de travailler dessus. Et les marges étaient bonnes, ça reste des trucs en microfibre, enfin voilà. Ok. On va rentrer un petit peu après dans la partie ce que j'appelle machine à scaler que vous avez construit, qui est ultra intéressante, je trouve. Et on va essayer de creuser et décortiquer un peu ça. Juste avant, moi, je suis curieux de savoir, aujourd'hui, donc vous êtes sorti de l'Eskin, ça fait 6 mois. Si vous en parlez, qu'est-ce qui vous a donné envie de revendre, d'arrêter l'aventure? On a eu beaucoup de galères. Ouais. J'ai cru comprendre. Voilà, on a eu beaucoup de galères. On a travaillé vraiment de manière très très intense pendant 4-5 ans même. Et avant ça, la boîte d'événementiel, c'était quand même intense aussi. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous aviez la boîte d'événementiel avant? 7 ans, je crois. Depuis 2016, on a lancé l'activité. Ouais, donc on avait 4 ans, ouais, c'est ça. Et donc du coup, puis on continuait, on faisait aussi, quand on avait l'Eskin, on continuait à aller faire les mariages le week-end. Donc on a vraiment arrêté de faire l'événementiel au moment où on était sûr qu'on pouvait plus en fait faire les deux en même temps. Et voilà, donc on était fatigués physiquement, émotionnellement et mentalement. Et on avait envie d'autre chose. Voilà, on a eu énormément de soucis, un enchaînement pendant plus d'1 an. Et voilà, normalement on s'est dit bon, ça n'a plus de sens, donc on va choisir un chemin différent. Et vous avez trouvé, sans rentrer trop dans les détails, mais vous avez trouvé assez facilement repreneur. C'est un process qui a duré longtemps. Vous saviez un peu. Assez facilement, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de point de comparaison, mais disons qu'on a eu beaucoup de touches dans le monde entier. Donc c'est ça qui est rigolo dans le e-commerce, c'est qu'on ne vend pas un commerce physique et donc le monde entier peut être intéressé. Donc aussi bien des appels en visio avec des Américains qu'avec des Français, etc. Donc oui, beaucoup de touches, beaucoup d'offres très différentes. Et donc c'est là où en fait on s'est rendu compte que à la différence d'une voiture ou de quelque chose où il y a un prix qui est vraiment défini, là il y a tellement de critères qui rentrent en compte dans le prix de vente et dans la façon d'exit qu'on a dû se poser déjà tous les deux en découvrant un petit peu aussi tout ça, en se disant ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, et en posant ces choix-là, forcément ça a fermé certains acheteurs, ça en a ouvert d'autres, on a aussi orienté en fonction de ça, et puis nous finalement on l'a trouvé par notre réseau, puisque on avait un souhait très précis d'avoir un exit très, très vite et qui est un petit peu exceptionnel dans le milieu. Et donc, en passant par un réseau et donc des gens de confiance qui connaissent, etc., c'était aussi plus simple. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a pu se faire. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je crois que vous parliez alors j'ai écouté avec attention le podcast, l'épisode que vous avez fait, le deuxième épisode que vous avez fait chez Laurent Dupanier, qu'on salue, et que j'invite les auditeurs à écouter l'épisode si vous voulez toute l'histoire justement, qui est très très vous allez avoir intéressante. toutes les galères en détail. Je vous épargne de refaire tout le discours, mais comme quoi c'est pas toujours simple, et quand les galères arrivent, elles arrivent souvent en même temps. Et il me semble que vous parlez d'un handover, d'une transition
en 48 heures. Donc vous avez remis les clés du E en 48 heures, En fait, possible 48 heures, c'est ce qui est écrit sur le contrat. En vrai, ça a été 10 minutes. Incroyable. On a envoyé un Google Drive avec... En fait, on avait documenté tout ce qu'il fallait pour runner la boîte à notre place, quoi. Donc tous les process... Tous les process, la manière de faire des pubs, tout le site, comment il fonctionne. On avait enregistré, je sais pas, une soixantaine de looms de 10, 20, 30 minutes parfois. On avait fait un drive avec toutes nos créas, on avait tout expliqué en fait, parce que justement, on voulait pas avoir à gérer ça plus tard. Donc on s'était dit, en tout cas, pendant que Tim il gérait tout ce côté revente, moi j'avais géré tout ce côté préparation de passation, quoi. Incroyable. Et je pense que la transition la plus rapide de l'histoire. Là-dessus, je pense que... voilà, mais après, on peut pas tout avoir. Donc en fait, ça a été aussi au détriment d'un prix de vente qui était un ratio de x10 avec d'autres propositions. Donc c'est aussi un vrai choix. C'est-à-dire que tout le monde peut dire comment c'est possible. Oui, mais si vous faites diviser par 10 votre prix de vente, peut-être que vous obtiendrez ça. Bien sûr. Voilà, donc il n'y a jamais rien sans rien. Je veux dire, c'est pas sorti du chapeau non plus. Voilà, c'est parce que l'acheteur achète à un prix qui lui semble une telle opportunité qui peut se permettre aussi un exit de cette manière-là. Tout à fait. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte, qui est quand même pas pour vendre du rêve aux gens et te dire on peut vendre au prix espéré et avoir un exit en 10 minutes et non. Oui, bien sûr. Voilà. Puis je pense que c'est aussi des sujets très personnels à un instant T, qu'est-ce que les fondateurs veulent, est-ce qu'ils priorisent avoir, potentiellement est-ce qu'ils se voient plus longtemps, est-ce qu'ils veulent un plus gros montant, est-ce qu'ils ont un autre projet donc ils veulent partir plus, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, j'imagine. Donc ok. Vous avez des nouvelles aujourd'hui de Yeskin, de comment ça évolue? On a un mini suivi, dès qu'ils ont un petit souci, quelque chose, un truc technique qui marche pas, ils nous envoient un message et voilà. Après moi de temps en temps je vais me balader un peu sur la bibliothèque publicitaire et ça pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est pas comme on le faisait, disons. Et donc après je connais pas leurs résultats et tout ça, je sais pas ce qu'ils font, mais je les vois moins en tout cas. Je pense qu'ils dépensent moins et qu'ils font moins de CA. Ok. Si ça vous va, je propose de rentrer un peu dans la partie on ouvre le capot petit à petit au début sur... Donc on va rentrer après en temps 2 sur Meta, proprement parler, qui a été un peu votre locomotive. Mais avant ça, j'aimerais bien parler un petit peu structure, globalement, quels sont les fondamentaux que vous avez, toute la machine qui vous a permis de faire cette croissance et de la soutenir aussi vite. Déjà, dès le départ, donc, vous aviez un peu cette culture drop, donc très performance. C'était quoi un peu votre approche? Vous regardiez... dans les grandes lignes, c'était sur quoi vous étiez super regardant pour vous dire ok. KPI. Ouais, par exemple. ROS principalement. CPA aussi. On savait aussi que la typologie de nos produits, c'était des produits réutilisables. Donc tout ce qui était LTV, dans un premier temps, on ne le regardait pas. Parce qu'on savait très bien qu'une personne qui allait acheter notre produit, elle allait l'utiliser pendant X années. Voilà. Vous aviez du repeat sur votre... On avait du repeat, mais parce qu'on avait sorti beaucoup de produits et surtout qu'on était tellement présent en ads qu'en fait on faisait de l'activation d'une certaine manière. Donc tu nous vois tellement tout le temps que tu y penses tout le temps que dès que tu vas avoir un cadeau à faire, tu vas venir chez nous. Donc c'était du fake repeat un petit peu. Voilà. Pas négligeable, parce qu'on était quand même à 30%. Oui, pas négligeable. Pour un produit qui est basé déjà sur la réutilisation, etc., c'est pas dégueu, quoi. C'est même pour des produits qui sont pas basés sur du réutilisable, c'est pas mal. Donc c'est déjà bien, mais parce qu'il y avait... c'est-à-dire que si on coupait les pubs, il n'y avait plus 30%. Si on arrêtait de faire des mails et des offres, il n'y avait plus 30%. C'était un peu l'effet de halo de Klaviyo. Okay. Et donc vous regardiez donc performance en gros sur premier achat. C'est ça que vous regardiez principalement. Performance premier achat. Et on drivait quand même beaucoup. Ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire que forcément on n'avait pas la même analyse dès le début qu'à la fin. À la fin on était plus au MER, on était plus... voilà, donc forcément en fonction du moment de l'activité, on n'avait pas non plus les mêmes analyses et les mêmes outils. Au début on n'avait pas Triple Whale, après on l'avait. Enfin forcément, en grossissant, on peut se permettre des outils qui coûtent plus cher, on peut se permettre des analyses plus poussées. Pareil, au début on n'avait pas un PNL qu'on a mis en place par la suite. Donc forcément tout n'est pas venu d'un coup. Mais le truc évident au début c'était le ROS et puis plus on a avancé, plus on a compris d'autres données importantes qu'on a rentrées dans l'analyse. Et c'est vrai qu'à la fin on acceptait même de faire une opération même à perte, on va dire, sur un court temps, parce qu'on savait qu'on allait rentrer du client, qu'on allait après activer par mail, etc. Donc on savait qu'on était capable sur des passages de pouvoir même être à zéro, mettons, de bénéfices sur une courte période, parce qu'il fallait garder un niveau de dépense, parce que ci, parce que ça, pour derrière aller réactiver en Q4 ou quoi. Donc voilà, on n'a eu pas toujours la même approche, je dirais.
Mais Et au début, on a fait des belles boulettes quand même. Tu vois, la première année, on a fait 1 million d'euros de CA et on reçoit notre bilan et le comptable il nous dit bah les gars, c'est les aides de l'État, donc du Covid, qui vous ont permis de passer en positif, sinon vous perdiez de l'argent cette année. Ah ouais. Voilà. Et, Donc, pour te dire qu'au début, c'est pour ça qu'on regardait des trucs très basiques que je conseille pas forcément à tout le monde de regarder. Voilà. Mais on regardait vraiment les performances publicitaires, mais jamais, tu vois, tout ce qui est PNL en mode à la fin du mois, on a à peu près tant de marge. Quoi. Ouais. Donc tout ce qui suit derrière. Tout ce qui suit derrière, tout. marge de bruit, tout ça. Voilà. Et donc du coup, on a fait. Mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. Hein, tu vois, on n'était pas. Quelque part, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'e-commerce, c'est que ça peut aller très vite. Et quand ça va très vite, tu peux pas te mettre au niveau partout. Nous, on a décidé de mettre tous nos efforts dans le scaling, dans la croissance, qui nous a permis d'avoir une croissance ultra rapide, avec très très peu d'effectifs au départ. Et donc forcément, ça a été réussi, mais l'effort qu'on mettait là, on pouvait pas le mettre partout. Bien sûr. Et donc voilà, il y a du temps à tout. Et il y a de l'expérience, et des connaissances. Et voilà, il y avait plein de. Un PNL, on savait pas ce que c'était. Voilà. On va pas s'inventer expert dès le jour. Moi non plus. Voilà. Et puis moi, je vois souvent ça. Nous, on fonctionne souvent aussi par séquence, alors pour nos clients, mais aussi pour notre propre business. Où on se dit, d'abord, on focalise sur, par exemple, tu vois, le chiffre d'affaires et on grossit. Et après, une fois qu'on a une taille critique, on va peut-être optimiser la marge. Et ensuite, on va peut-être optimiser le taux de conversion. Puis, donc ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, au tout début, si on parle... ça m'intéresse d'avoir le début, parce que comme tu dis, il y a plusieurs étapes et c'est pas les mêmes évidemment. Votre stack marketing, c'était quoi dans les grandes lignes? Au tout début, vous aviez quoi? Et quand ça a commencé à vraiment scaler, vous avez investi un peu plus, c'était quoi un peu les outils? Ouais, en termes d'outils principaux qui vous aidaient à piloter. À piloter pour les trucs basiques, on avait Business Manager, Meta avant tout, qui nous aidait à piloter. Après stack marketing, on avait les grands classiques, Klaviyo, trucs comme ça. On n'avait pas d'outils très fancy à l'époque. Sur Shopify, vous étiez sur le site Shopify. Et des bons vieux Google Sheets. qui font le taf. Voilà, que Tim passait des heures et des heures à remplir, à analyser, à trier. Après, c'est ça. On n'était pas de l'équipe Notion, de l'équipe tout ça. On n'avait pas nos outils personnalisés, etc. C'est vrai que c'était assez basique encore une fois. Et après, vous avez mis... tu parlais de Triple tout à l'heure. Vous avez plus tardivement commencer à mettre des outils un peu dans votre stack. Ouais, après on a... Oui. Quand on fait vraiment du volume, effectivement, la donnée des pressions devient très importante parce qu'il y a des gros chiffres. On a été conseillé sur des outils pour vraiment affiner la data. Donc voilà, ça c'est venu par la suite. On a Triple Whale, on avait Motion aussi. Motion pour analyser les apps avec un M. Qui sont pas sponsors de ce podcast, mais si jamais ils nous écoutent, on est là. C'est cher, mais c'est bien. Nous on adore cet outil. Vraiment bien. C'était cher pour nous à notre niveau de dépense au moment où on l'a installé. On s'est dit waouh. Mais bon, c'est vrai que ça nous a aidé derrière à faire de la perf aussi, à avoir une vision plus sympa, plus facile pour comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Et voilà, et après on a quand même toujours fonctionné quand même en Google Sheets, sauf que derrière on avait des Google Sheets de plus en plus énervés quoi. Voilà. Et ça ressemble à quoi du coup le Google Sheet typiquement, est-ce qu'il y a des trucs que vous remplissiez tous les jours? C'était quoi un peu les datas que vous mettiez dedans? Le daily pacing on le remplissait tous les jours, sauf qu'au bout d'un moment on avait pris un gars sur la fin. Avant on avait une agence qui s'occupait, après c'était automatisé de venir remplir en fait. Scraper les données, scraper toutes les données, donc un daily pacing très, très complet avec toutes les dates. Jour 1, jour 2 du mois, et après toutes les infos, donc les infos du Shopify, les infos du montant de pub dépensé en fonction de la répartition du tunnel de vente, ça dépendait, Klaviyo, Google, TikTok, tout rentré, et après on pilotait réellement notre boîte et notre acquisition comme ça. Avec ça, ok. Et vous aviez intégré du coup dedans toutes les notions de coûts, production, livraison, etc. pour avoir moyennes, des moyennes, des espèces de trucs très lissés où on se disait à peu près une commande, généralement ça nous coûte tant. Et donc, mais sur un range de data très très gros, donc ce qui faisait quand même que la moyenne était assez juste. Et derrière, quand on faisait notre PNL plus précis, on n'était pas si loin. Donc ça vous permettait de piloter finement à la journée, savoir si vous étiez plus ou moins rentable et si. Exactement, et savoir aussi d'où vient. Ça permet aussi d'avoir des bonnes réponses sur se dire ok là je vais mettre x2 sur une pub où j'ai vraiment du gros budget. Parfois les trackings sont pas bons, parfois tu sais pas exactement. Donc si mon CA entre guillemets il fait pas un bon significatif, c'est que la pub marche pas, donc je viens redescendre le budget. Ou inversement par rapport au fait aussi de donner des bonnes informations au media buying, puisque des fois on faisait aussi pas mal d'influence, moins en termes de budget mais quand même important, et qui fait que si on mettait 10 000 € sur une influenceuse,
un jour A, et que ce jour-là, les autres pubs fonctionnaient bien, parce que généralement c'est ce qu'on voyait, en fait, c'était pas directement la pub, c'était lié à l'affluence. Donc du coup, c'est aussi une donnée à savoir lire, que la perf de l'ADS fonctionne parce qu'il y a eu de l'influence, qui fait qu'il y a eu, entre guillemets, du retargeting ou de la vente récupérée par Meta. Mais voilà, c'est aussi des données, le fait d'avoir tout sur le daily pacing permettait aussi d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre pourquoi, ok, là, ce jour-là, il y a vraiment une grosse perf, ok, mais en fait, c'est parce que c'est l'influence ou quoi que ce soit. Donc vous documentiez aussi toutes les actions marketing autres pour savoir. C'est ça, exactement. T'as une colonne commentaire. Aujourd'hui, j'ai fait ça, quoi. Ok. Ou un SMS qui est parti, ou voilà. Très intéressant. Vos canaux d'acquisition à l'époque, c'était quoi? Donc je sais qu'il y avait Meta qui était. Première année, ça a été full influx quasiment. Ok. C'est ça, ouais. Pour faire de 0 à 1, c'est ça qui vous 0 à 1, on a fait. Ouais. C'est ça, exactement. 0 à 1, c'était déjà, en fait, sur mon petit nuage, à la base, ça avait été réfléchi comme ça. C'est aussi comme ça qu'on a réfléchi les skins, et c'est ce qui fait que les skins a un ADN très promophile, parce qu'en fait, on a réfléchi le pricing, on a réfléchi la marque, les offres, avec inclus l'influence. Donc un code promo, ce qui fait que c'était dans l'ADN, et c'est toujours une marque promophile, et on attend toujours des promos, etc. avec les skins, parce que ça vient du fait que c'était réfléchi effectivement en l'état. Et donc on l'a lancé par l'influence. Au début, c'était 80% influence, 20% méta, en sorte de retargeting. Et puis jusqu'au jour où l'influence a commencé à se tasser, on a commencé à avoir des difficultés, parce que des bonnes influenceuses rentables, etc., il n'y en a pas non plus des milliards. C'était compliqué de vraiment trouver de la qualité, de rester que sur ça. Donc, ça s'essouffle, les audiences s'essoufflent, etc. Donc les perfs ont commencé à diminuer, et on s'est retrouvé dans une impasse un petit peu. Et puis, on pensait qu'on allait arrêter à ce moment-là. C'était un an après, je dirais, quand je suis parti à Bali, là, vers mars-avril 2022, du coup. On était un an et demi après le début. Et en fait, l'influence marchait plus. On savait pas vraiment comment faire marcher autrement. Et moi, je suis parti à Bali pendant 3 mois. Et en revenant, du coup, on a fait une pub. Et là, à partir de là, c'est parti. Et là, on a compris cette pub-là. Non seulement elle nous a fait faire plus de CA, mais surtout, elle nous a fait prendre conscience que si on faisait ça de manière répétée, ça pouvait scaler. C'était, en fait, on a toujours eu la même logique, que ce soit au début, quand c'était les produits winners à trouver. On avait compris ça, on en testait plein, et on mettait toute notre énergie dedans. Après, on a dit, ok, c'est l'influence, on a mis toute notre énergie dedans, on a scalé l'influence jusqu'à ce que ça s'essouffle. On a trouvé une nouvelle façon d'être winner par l'ADS, et très tôt, du coup, on s'est dit, ok, maintenant on met toute notre énergie, toute notre capacité à produire là-dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on a encore une fois scale, et ça a été cette fois-ci plus durable. Comme quoi le focus, on revient dessus, c'est faire une chose à la fois et le faire à 100%. Tu peux pas faire tous les combats en même temps, tu peux pas, pour n'importe quoi. Je pense même que celui qui se concentre à fond dans son taf, il peut pas être à fond dans son couple, il peut pas être à fond avec ses enfants. Enfin, t'as forcément une conséquence d'un choix, quoi. Ça paraît logique. Une analogie que c'est un entrepreneur qui m'avait donné, qui m'a partagé ça il y a, je pense, 5-6 ans, et à chaque fois ça me reste en tête. C'est il parlait de bûcherons, et il disait, en fait, si t'as je sais pas, 100 bûcherons pour abattre 100 arbres, je crois qu'on dit comme ça, et que tu mets un bûcheron par arbre, en fait ils vont mettre ultra longtemps à faire tomber les arbres. Alors si tu mets 100 bûcherons sur un arbre ensemble, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, en fait ils vont faire tomber les arbres beaucoup plus rapidement. Bref, je serais pas en l'aparté, mais en tout cas c'est ultra intéressant. Donc au début, influence, ça vous a permis de monter à combien à peu près de CA au début? 1 million, je te dis, la première année, c'est ça. On avait passé pile poil le million. Après, on n'a jamais coupé l'influence. C'est juste qu'on a changé vraiment le focus. En mode, on va vraiment faire notre moteur d'acquisition. Ça va plus être l'influence qui va plutôt être les 20% dans le 80-20 et 80 sur Meta. Et Meta, du coup, donc canal d'acquisition principal. Vous aviez d'autres canaux qui ont été ouverts alors au début ou même plus tardivement? Google, bien entendu, mais c'était plus du branding. Enfin, on faisait pas d'acquisition vraiment froide sur Google, notamment parce qu'on n'avait pas non plus un produit qui avait une forte intentionnalité de recherche. C'était innovant, donc déjà il fallait le connaître à la base pour le taper. Voilà. Et après, on a testé quelques trucs à droite à gauche, TikTok aussi. On s'est mis un petit peu partout, mais en fait, pareil, c'était une question de focus. On se disait, on a un truc qui marche, ça demande déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on a plein de choses à tester. Enfin, tu le sais mieux que personne, c'est un taf à plein temps, ne serait-ce que de venir scaler Meta. Et on n'était pas nombreux, on n'a jamais voulu être vraiment nombreux. Tu vois, ça, c'était aussi un truc dès le départ. On s'est dit, on ne veut pas faire une grosse boîte, être 50, ou on veut que ça reste familial, et on veut aller le plus loin possible avec le moins de personnes possible.
Et dans les 12 personnes que je te dis, la moitié c'est des alternants chez nous. Donc, vraiment, et l'autre moitié, notre famille et nos amis, donc ça va vite. Voilà, donc, Je crois que j'avais entendu ça aussi dans l'épisode. C'était un choix aussi, on sait que en termes de business, c'est pas le mieux. Là, pour le coup, c'était un choix de vie plus qu'un choix business. Voilà, on se disait, on préfère aider notre meilleur pote plutôt que prendre le meilleur gars au SAV. Et voilà. C'était génial. Et ça s'est bien passé du coup. Ouais, carrément, bien sûr. C'est bien bien. passé, plus ou moins. Tu vois, il y a des trucs qui se passent moins bien. Et du coup, c'est plus dur parce que quand tu dois dire les choses, quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un, c'est ton frère par exemple, Ouais. Bon, bah, c'est différent. Mais en même temps, il y a une confiance qui est différente. Il y a un investissement qui est différent. Un plaisir d'arriver au bureau différent aussi. Voilà, et puis même, voilà, tout le monde fait partie du même bateau. Et... Tu célèbres les moments aussi avec les gens avec qui tu as envie de les célébrer. Et tout. Voilà, donc c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Après, effectivement, si le but de quelqu'un là, qui nous écoute, c'est de faire une start-up, d'aller le plus loin possible et tout, bah, ça, c'est limite, quoi. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des profits qui sont meilleurs que toi. Tu peux pas former tout le monde, t'as pas le temps. Donc, alors, ça m'intéresse justement de savoir un peu, donc cette équipe, vous étiez une douzaine, c'est ça, à la fin, comment vous avez... Alors déjà, c'est une équipe en taille réduite, donc pour le volume de chiffres que vous faisiez. Le reste est externe. Hein. Il y avait 50 personnes qui travaillaient sur les skins. On s'était amusé un jour on faisait des points d'équipe où on présentait un petit peu les choses et je m'étais amusé à justement lister les temps pleins, les équivalents temps plein, ce qu'on appelle, qui travaillaient sur les skins, ça faisait 50 personnes. Ah oui, ok. Mais par contre, oui, quand tu comptes logisticien, on choisissait d'externaliser, parce que voilà, si on internalisait les personnes qui faisaient les colis, si on internalisait celles qui... Bon, bref, toutes les personnes qui n'étaient pas internalisées, et ben en fait, on était 50 équivalents temps plein. Mais du coup, en interne, on avait décidé d'internaliser que certaines parties et d'être que 12, quoi. Nous, en gros, en interne, on faisait vraiment... En gros, hein, bon, côté pilotage de la boîte, donc team et moi, sortie produit, stock, décision, etc. Et on avait 2-3 personnes au SAV et le reste c'était des scriptwriters et des monteurs. Ok, donc la structure, donc le gros c'était les 3/4 de la boîte c'était marketing, enfin pub méta même, je vais aller plus loin. Pub méta. On en avait une dans l'eau qui faisait le community management, mais tout le reste c'était que des monteurs vidéo et que des scriptwriters, tourneurs, qui faisaient les pubs. Voilà. Donc tu avais, si je reprends la structure, tu avais 3 personnes dans les SAV, tu dis. Ouais, c'est ça. Donc vous deux qui chapeautez le tout, 3 personnes au SAV et tout le reste en marketing. Et donc là, vous aviez combien de personnes en... Il y avait 2 scriptwriters, donc actrices, 3 avec à la fin, 3 monteurs. 4 à la fin aussi. Ouais, on était 7 et moi créatif stratégiste et qui faisait à la fois un peu de tournage, à la fois qui reviewait sous les scripts. Donc vraiment on était 8 au niveau créa. Au SAV pareil, ça dépendait des pics, on en avait une en externe en fonction, tu vois, qu'on prenait, voilà. Et toutes les idées du coup de conception créa, tout ça c'était toi. Ouais, okay. Tout ce qui était créative stratégie pure et dure, c'était moi. Et après, et nos accompagnements. Voilà, on avait des agences qui nous aidaient, on avait des agences de croissance. On s'est toujours fait aider parce que pareil, on peut pas faire une telle croissance tout seul dans notre coin. En plus, on était dans le sud, donc on était vraiment isolé du e-commerce, du monde du e-commerce. Donc on faisait pas des comme ce soir là, on va à un petit apéro e-commerce. Bon, ça on le faisait jamais. On n'avait pas le temps et on était vraiment que dans le sud. Et du coup, c'est vrai que le fait de se faire accompagner par des agences nous permettait d'avoir aussi des sons de cloche de ce qui se faisait dans notre e-com, etc. Et lors de ces visios là, il y a souvent eu beaucoup d'infos qui ont été très importantes pour nous et des directions qu'on a pu prendre dans l'ADS où en fait on nous a dit bah voilà peut-être il y a ça qu'on a vu, testez-le, etc. Et ça on était toujours très friands de ce genre d'informations, ce genre de partage, et c'est vrai qu'on a aussi vraiment été à l'écoute de ce genre d'informations pour pouvoir les mettre en place, et on était un très bon élève là-dessus, je pense, quand on nous disait tester ça. Dans la semaine d'après, c'était là. Si on avait la légitimité, enfin voilà, si la personne qui nous disait, on savait qu'il nous disait, enfin qu'on pouvait le croire, quoi. Ouais, ok. Donc ouais, on s'est toujours fait mentorer de près ou de loin, tu vois. Au début, on faisait du drop, on avait pris quelques coachings comme ça. Bon, c'était pas ouf, mais on a toujours appris des trucs. Puis après, voilà, on a toujours eu de l'aide. Même Thomas d'Email Club, la première pub, je t'ai dit, qui nous a fait exploser. C'est Thomas d'Email Club qui nous dit, les gars, 900K, ils ont lancé un truc, ça a l'air de bien marcher de ouf, vous devriez le faire pareil. Trop bien. Et on a fait pareil et c'est là que ça a explosé, tu vois. On salue Thomas. Donc, Thomas, merci depuis le début. Ouais, trop fort. Ok, donc le media buying, la gestion des campagnes, c'était en interne aussi. C'était moi. C'était toi. Donc tout ce qui était méta-acquisition, c'était internalisé avec la partie créa. Tout ce qui était un peu optimisation, site, CRO, tout ça, vous faisiez aussi en interne. Ça, encore une fois, ça dépend des moments. À la fin, on a eu une agence qui travaillait vraiment là-dessus. Okay. Au début, on n'a pas les moyens de prendre une agence, etc. Ouais. Et au tout début, on ne sait pas ce que c'est que du CRO. Il y a plein d'étapes, évidemment. mais voilà, c'est vrai qu'on a vraiment cette réflexion de se dire faire du CRO en interne,
on n'est pas expert, on va le confier à une agence. Faire du media buying, pareil, on le fait au début, puis après on le confie à une agence, parce que voilà, on essaye de vraiment s'entourer des meilleures personnes et experts, et de se concentrer sur notre savoir-faire à nous. Parce que déjà, gérer la boîte, c'est très large, donc il y a plein de sujets où on pouvait se disperser, et ensuite il fallait se focus vraiment sur notre cœur de métier, et du coup on a décidé d'externaliser le maximum de choses quand on pouvait le faire, quoi. Okay. Mais media buying, typiquement, on a attendu longtemps. On a attendu que moi je sois plus en mesure en termes de compétences pour le faire. Donc typiquement des Black Friday, on avait aussi de se dire tant qu'à faire, il y a aussi une source d'information qui est importante dans le fait de mettre en agence, c'est d'avoir ce côté agence qui permet de donner des informations externes. Dans le marché, il se passe ça, il se passe ci. On a beau être bon tout seul, des fois c'est vrai que d'avoir des infos du marché externe, c'est aussi important d'avoir des tendances, d'avoir des choses comme ça. Et c'est aussi un élément qui nous a donné envie de certaines fois externaliser. Par exemple Amazon qu'on a externalisé, parce qu'il y a aussi cette connaissance du marché d'Amazon qui est très typique. Le media buying qui a cette connaissance qui permet des fois de dire, pour l'influence aussi surtout je pense, parce qu'ils faisaient les deux, l'influence et le media buying, et l'influence, il y a des tendances, il y a des choses qui changent beaucoup, et le fait d'être très connecté au marché, ça permet aussi d'être différent d'une personne qui est focus influence que chez nous. Elle aura très peu de données marché, et c'est vrai que ça c'est un choix important de le passer en agence par exemple. Alors je suis curieux de savoir, vu qu'on parle un peu d'internalisation versus externalisation, vous, de ce que j'entends, vous étiez plutôt dans la logique de se dire d'abord on fait tout en interne, et ensuite quand on a atteint nos propres limites on externalise. Vous m'arrêtez si je me trompe. 90% des à part cas. certains trucs on savait pas du tout le faire, là on se disait bon, tu vois, typiquement Amazon on s'est jamais amusé à le faire nous. Mais parce qu'on est arrivé à un certain stade où valait mieux qu'on se concentre sur autre chose et qu'on laisse quelqu'un le faire. Ça aurait été mais au début on a tout fait quoi. On répondait au SAV nous-mêmes, on faisait tout nous-mêmes quoi. On a tout fait nous-mêmes. Et du coup quel est votre conseil là-dessus, à quel type de marque vous conseillez d'internaliser, d'externaliser, c'est quoi un peu, si vous aviez une reco à faire là-dessus Alors ça dépend quoi déjà, je pense. Si on parle des prestats un peu marketing, je pense à media buying, créa, CRM, CRO, peut-être la logistique, tout ce qui touche finalement à SAV, tu vois, à quel moment vous te dites... media buying déjà, alors moi c'est ma vision, ça va peut-être pas vendre tes services, mais en tout cas, pour moi le media buying, à part un certain stade, il vaut mieux le faire soi-même, parce que je suis intimement persuadé, encore plus aujourd'hui, que c'est la créa qui fait la performance, c'est pas ta manière de... Encore, il y avait une époque où tu mettais des intérêts, tu mettais des trucs, il y avait plein de tips. Maintenant, tu fous ta campagne, tu la mets en brode, ta créa elle est bonne, ça perf, ta créa elle est pas bonne, ça perf pas. Bien sûr, tu peux optimiser, tu peux aller plus loin, mais je pars pour vraiment quelqu'un qui démarre. Et nous, on a plein de clients qui font cette erreur-là, où ils lancent par exemple une marque de vêtements, ils font 5 000 € de CA par mois, ils se disent, il me faut un media buyer. En vrai, non. Prends même 2 heures de formation, tu vois, avec une agence comme toi, ou quelqu'un qui peut expliquer les bases. Tu le fais. Créa, je pense que c'est bien de tester un petit peu les deux. Ça dépend du profil de personne. Tu vois, nous, on savait que moi, je savais faire un peu de montage, je savais faire quelques trucs. Donc, on pouvait faire des créas. Elles n'étaient pas folles. Hein. Tu regardes les premières créas, elles sont... maintenant, on en rigole, mais il faut bien commencer. Après, tu as la personne, elle a absolument aucune compétence. Et elle est timide devant la caméra. Elle a un téléphone Xiaomi avec un appareil pété, tu vois. Enfin... Bon, bah oui, tu peux prendre une agence. Voilà, nous, on a un petit peu tout testé, mais pareil, la créa, souvent, nous, on s'était rendu compte que les agences avaient une logique différente de la nôtre, qui était quand même aller vite, faire du volume, avoir plein de clients. Ce qui faisait qu'ils ne s'investissaient pas autant que nous dans bien écrire des scripts, bien faire des tournages, bien faire des montages. Donc, on s'est dit, on préfère le faire nous dans un premier temps. Et après, parce qu'on a eu des tests et on avait à chaque fois été déçus. Et comme on disait au début, tu vois, typiquement ton agence n'existait pas. Tu vois, on se disait, c'est marrant parce que la manière dont vous faites les choses, ça ressemblait à notre manière internalisée de faire les choses. Donc je pense qu'à l'époque, si jamais on avait eu... vous étiez là à ce moment-là, on aurait au moins testé vos services. Parce que c'était intéressant dans l'approche. On s'est créé trop tard. Voilà, un petit peu. En tout cas, trop tard pour nous, mais pas trop tard pour le marché apparemment. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, et puis après il y a certains trucs, oui, tu peux le déléguer facilement. Je pense que le SAV, ça sert à rien qu'un fondeur de boîte il passe sa journée à répondre à des mails. Voilà, faut être intelligent dans la manière de le faire, quoi. Ok. Ultra intéressant. C'est vrai qu'en fait nous on voit beaucoup de cas de figure, et ce que tu dis c'est souvent il y a aussi une question de fit, tu vois, de dire est-ce que tu as des personnes en interne qui ont envie de faire par exemple n'importe quoi, quelqu'un qui aime bien écrire, qui a l'habitude de faire des mails, il va peut-être plutôt le garder en interne, quelqu'un une marque qui s'est plutôt créée sur n'importe quoi mais qui
qui est passé de 0 à 1 million grâce à l'organique, donc qui est très à l'aise sur les réseaux sociaux, sur de la vidéo, c'est peut-être plutôt intérêt à garder la créa en interne. Connaître ses forces, quoi. Ouais, exactement. Complètement. Et après s'appuyer sur un écosystème de personnes. Complètement, 100%. Ouais. Mais c'est dur parfois de connaître ses forces. Hein. Ouais. C'est un bel exercice de se dire en quoi je suis bon, en quoi je suis pas bon. Parce qu'on peut toujours être bon dans quasiment tout. Il y a un temps d'apprentissage. Il est plus ou moins long, en fonction des prédispositions qu'on a à apprendre tel truc. Et après, est-ce qu'on a envie aussi. Il y en a qui n'ont pas envie. Et il y a quand même un point important que dans les différentes discussions aujourd'hui qu'on peut avoir avec les e-commerçants, c'est aussi de se focus sur ce qui a de l'importance et qui est quand même... si Amazon représente 10% du CA, c'est con de se focaliser dessus. Donc c'est aussi savoir centrer sur ce qui peut avoir de l'impact aussi. Voilà, par exemple, pour nous, le community management, c'était quelque chose vraiment de minime et de vraiment juste une vitrine. Bon, on n'allait pas mettre une cadre à faire ça toute sa journée, etc. Parce que l'impact de ce community management était pas pour nous important, et donc on n'a pas décidé de placer quelqu'un, on va dire, de surqualifier en community management, alors qu'il peut y avoir des très bons profils. Donc c'est aussi de savoir mesurer quelque part l'impact et l'importance de chaque point dans le business, puisque chaque business est différent. Nous, on savait qu'on avait cette capacité à faire des très bonnes ads, donc on l'a mis au cœur de notre stratégie. On pense qu'aujourd'hui, ça peut être vraiment un moteur chez énormément de boîtes, quelle qu'elle soit, et donc quasiment toutes. Et ça serait bien qu'elles essayent de l'internaliser avant d'externaliser, parce que toujours plus de connaissances, c'est quelque chose qu'on conseille toujours, de faire internaliser avant d'externaliser. Donc, se former, quoi. Avant de l'internaliser, se former, parce qu'on n'apprend pas à faire des créas. On en est le bon exemple. On a fini par être une marque, on va dire, un peu référence en termes de créa, comme d'autres, comme Sanker, comme plein d'autres marques que en fait, tout le monde copie au bout d'un moment. Ouais. Mais au début, on ne savait pas le faire. On était mauvais, et on a la preuve qu'on peut y arriver. Mais par contre, il faut se former, quoi. Nous, on avait déjà cette logique dropshipping. Derrière nous, on s'est formé sur le tas, parce qu'il n'y avait pas autant de ressources que maintenant pour savoir faire des bonnes pubs. Donc voilà, juste il y a plein de bonnes pratiques à mettre en place. Faut pas se lancer non plus comme ça en mode j'internalise, alors j'ai une idée de vidéo, boum, je le tourne. Ouais, bien sûr. Voilà. Surtout particulièrement aujourd'hui où ça devient de plus en plus, le marché est de plus en plus éduqué, donc il faut être encore plus. Je glisse un petit mot sur la chaîne YouTube de Nielsen, mon associé qui gère la BU Créads chez nous. Il publie pas mal de contenu sur ça, notamment éducatif sur la creative stratégie. S'il y en a qui nous écoutent, que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil. C'est de la bombe, comme on dit. Super intéressant, merci pour ce retour d'expérience. Je propose de rentrer dans le vif du sujet. On est déjà un peu dedans, mais rentrer dans Meta. Meta, qui était du coup votre locomotive, en tout cas, qui vous a permis de bien scaler après cette première période portée par l'influence. Déjà, ça, en termes de volume de dépenses, qu'on se rende compte, ça représentait à peu près quoi? On était en fonction des périodes, bien entendu, mais sur le fast, enfin sur la fin, quoi. On était entre 200 et 400 000 de dépenses par mois. Par mois. Sur combien de marchés? Un seul. France. Ok. On a siphonné le marché français. Non, mais c'est bien. Ça me fait plaisir que vous le disiez, parce on entend beaucoup que mais en fait on a épuisé nos audiences, etc. J'imagine que ça dépend de la taille de votre marché aussi, du produit, de la cible, mais moi je suis toujours ébahi devant la profondeur de Meta pour aller chercher des users. J'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Peut-être que vous avez atteint un plafond, on en parlera justement. Mais... on en a eu des trous d'air, on va en parler, mais oui. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Alors, si on commence un peu sur la partie... donc, est-ce que vous avez un framework pour scaler un produit ou une offre? Est-ce que vous dites... ok, j'ai testé un produit, ça fonctionne bien. Déjà, peut-être même en amont. Est-ce que vous dites, ok, je lance un produit, je le teste, je regarde les premiers indicateurs. À quel moment vous dites, là, je commence à scaler, qu'est-ce que vous faites à peu près cette période-là, quoi? La question est assez vaste, parce que ça dépend déjà du type de produit. Si c'est un hero product, ce qu'on estime être un hero product, donc les produits qui peuvent vraiment porter la marque
Et nous, c'était, tu l'as dit au début, les pads principalement. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des thés d'oreiller qui a vraiment bouleversé notre shop et notre marque, puisque ça a été un deuxième hero product. Et donc, ça change toutes les offres, ça change tout le panier moyen, ça change toute la LTV. Enfin, là, il y a eu des datas avant et des datas après. Donc, ce qui a fait que d'ailleurs, on ne pouvait plus lire avec les datas d'avant. C'était comme un nouveau départ, assez perturbant d'ailleurs en termes de data, parce que tout le passé tombe un peu à l'eau, enfin, n'a plus trop de valeur quand il y a un tel bouleversement avec un deuxième hero product qui arrive sur le site. Donc voilà, quand c'est un hero product, c'est un gros lancement, c'est des gros préparatifs et on va pas avoir la même analyse qu'un produit de testing autre. On va mettre beaucoup plus d'efforts, etc. Donc là-dessus, évidemment, on va toujours regarder les datas qu'on a expliquées tout à l'heure, MER, le ROS des pubs, etc. Donc là-dessus, ça va toujours être suivi à la performance, évidemment, mais on va pouvoir mettre dès le début beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'actions en place qui font qu'on va pas s'arrêter de suite. On va laisser un peu plus de temps tout de même. Mais on va pas s'entêter, ça nous est arrivé quand même d'essayer de lancer un produit hero product, mais du moins de le lancer un peu plus fort et de voir que ça marche pas quand même, de pas s'entêter, c'est important d'écouter le marché, de dire ok, tant pis, on arrête là-dessus. D'ailleurs, dans les erreurs qu'on a fait et qu'on peut transmettre à essayer de pas faire, mais c'est difficile des fois, c'est de croire vraiment intimement que c'est un bon produit, que ça peut être un hero product, etc. De faire une grosse commande pour dire ok, je fais un gros lancement. En fait, ça marche pas, on se retrouve avec du stock sur les bras. Et là, c'est difficile. Ça vous est arrivé, ça ? Ça nous est arrivé, c'est pour ça, c'est une erreur qu'on a fait. Plusieurs fois. Et les stocks sont toujours... Il y a une partie qui a été détruite carrément. Avec le dropshipping, on a fait ça. On a fait plusieurs fois cette erreur. C'est ça le pire, c'est que tu vois, vraiment, quand tu fais une grosse erreur, tu l'apprends. Et qu'est-ce qui vous fait faire l'erreur ? C'est une conviction. C'est de l'achat de confiance. C'est de l'achat de confiance. Il y a plusieurs choses. Il y a quand même c'était quand même toujours basé sur des datas. Si on disait ok, le marché il a fait ça pour une autre, ok, on fait pareil, etc. Bon, malgré toutes les datas externes, tant que c'est pas fait en interne, c'est pas les mêmes datas. Et là, on était des fois trop confiants sur la data externe qu'on pouvait obtenir ou sur les datas du marché, etc. Et c'est vrai que voilà, on pensait que c'était la meilleure décision à faire parce qu'on voulait surfer la vague au mieux, etc. Que ça soit pour des raisons, je sais pas, c'est la période marketing qui arrive, le Q4, il faut surfer le Q4, il faut pas le louper, etc. Donc pour des tas de raisons externes qui étaient accumulées, et on se disait voilà, on va faire je sais pas, admettons 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc on va prendre le stock pour... Bon, c'est vrai qu'on va toujours conseiller maintenant de, quoi qu'il en soit, teste d'abord le marché, au pire tu te mettras en rupture, mais tu auras déjà validé le marché avec une petite commande, et ça te coûtera moins cher d'avoir réussi à tester et ensuite faire ta commande. Tu perds quelques clients, mais tu auras validé, et voilà, que d'avoir l'erreur d'avoir commandé trop de stock au début, et te retrouver avec le stock sur les bras. Donc voilà, ça c'est une vraie erreur qu'on a fait qu'on pourrait dire de déconseiller, même si c'est dur. Des fois l'enthousiasme fait qu'on va faire ça. Et pour revenir sur ta façon pour te répondre sur les différents produits qu'on a pu tester et la façon de comment on les kill ou pas, c'est aussi encore une fois le positionnement. Un petit upsell par exemple, ça va être tout simplement à la perf parce qu'il y a une place limitée sur Shopify pour les upsells, etc. Et on va dire on avait celui-ci, on va le tester en le remplaçant par un autre upsell, et est-ce que du coup ça va augmenter le panier moyen, principalement dans ce cas de figure, les ventes de ce produit-là et la marge. Donc voilà, c'est un upsell, un hero product, c'est évidemment des analyses différentes, toujours basées sur la performance, ça c'est évident. Dans un très 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 rare cas, ça peut être basé sur quelque chose d'autre. Par exemple, lors d'une collaboration, on peut regarder aussi l'impact de notoriété que ça peut apporter, l'impact de la vision que ça peut changer. Par exemple, quand on s'associe avec une grosse marque, par exemple une licence, ok, on peut être pas très rentable sur le produit, mais par contre ça peut être un produit un peu vitrine qui fait qu'en fait les gens vont avoir une vision différente, et donc dans un cas très précis, là on va avoir une analyse différente par la typologie du produit, parce qu'on vient en chercher, parce que ça va plus une image, que ça va donner une acquisition à la boîte, plutôt que simplement de la perf en tant que telle. Donc voilà, dans des très rares cas, ça peut être d'autres choses, mais sinon c'était la perf qui drivait quand même largement nos choix de kill ou pas les produits. Et vous avez testé beaucoup de produits pendant... En dropship, non. Non, sur pendant les la période skins. de Lilyskin. En fait, on avait quand même une bande passante qui était limitée. On a testé beaucoup de variantes de produits. On savait
on avait compris dès le départ que vu qu'on était une marque qui ne vendait pas de consommables, on a essayé d'en vendre déjà rapidement. Ça n'avait pas la traction qu'on voulait parce qu'on pouvait pas mettre autant d'efforts. Mais surtout, on avait testé beaucoup de variantes. Donc en fait, on se disait, nous, notre rythme, c'était d'arriver à sortir un nouveau produit tous les mois. Ok. Et nouveau produit, quand tu dis variante, c'est... Variante de couleurs, par exemple. Les pads, couleurs, ok, là, il y a 8 couleurs. Mois prochain, on en sort une 9e. Ok. Voilà. Donc on a essayé de faire ça. Et après, vraiment, si je parle vraiment pour quelqu'un, imaginons, parce que là, on parle beaucoup de, tu as déjà ta marque qui roule et comment tu lances d'autres produits. Pour quelqu'un qui n'a pas encore sa marque ou qui veut la lancer et qui veut juste un framework de comment tester, on va dire, son produit, déjà, je rejoins les conseils de team de... Tu peux même le faire sans stock. Au pire, tu t'en vends quelques-uns, tu rembourses tout le monde, tu dis qu'il n'y a plus de stock et au moins tu es sûr que ça fonctionne. Et je dirais juste avoir un site assez clean, mais pas y passer trop de temps. Faire un bundle avec 3 offres, même si c'est juste des quantités ou quelque chose, voilà. Et mettre tout son effort sur essayer de faire 2-3 bonnes pubs pour voir si ça fonctionne. Parce que parfois, c'est pas forcément le site, enfin souvent même, c'est pas forcément le site, c'est pas forcément l'offre. Par contre, si on a une bonne créa, même si tout le reste est un peu pourri autour, on va quand même sentir une traction. Je dis pas qu'on sera rentable, je dis pas que tout ça, mais... Ouais. Voilà, alors que l'inverse, c'est un super site, une super offre, mais qu'en fait tes pubs elles sont pourries, t'auras jamais de traction parce que personne rentre dedans. Et du coup, tu peux kill le produit en disant le produit marche pas, machin, voilà. Donc juste, c'est plus adapté, on va dire, à des gens qui sont plus débutants, on va dire, qui commencent. Ne pas passer 2 semaines à faire un site, ne pas passer 2 semaines à faire une offre, voilà. Tester rapidement, quoi. Ouais, voilà. Et ça m'intéresse de revenir sur le. Donc vous avez... Tu as parlé d'un 2e hero product, donc des thés d'oreiller. Ça, vous l'avez... À quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on lance un nouveau produit parce que le premier, vous aviez saturé le marché. C'était quoi un peu la logique? C'est un petit peu ça. C'est qu'on s'est dit, bah voilà, ça reste un produit qui, au bout d'un moment, a ses limites en termes de déclinaison, en termes de scale et en termes de panier moyen. Enfin, il avait quand même plein de limites. L'avantage de la soie, c'était que c'est un produit qui collait vraiment à la marque. On avait une marque qui était dans le... durable, dans le qualitatif, dans le réutilisable, mais c'était plus du durable sur les thés d'oreiller, etc. Donc textile, cosmétique, on va dire. Donc du coup, ça collait... Ça collait à l'image. Donc c'était un produit qui a été choisi pour... Déjà, c'était pas, on ne faisait pas des sacs à main d'un coup. Enfin, on restait dans un truc quand même assez ciblé et qui avait des très bons signaux de marché, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Pour une fois, là, ça s'est validé. Des fois, ça marche quand même. Et heureusement, parce qu'on avait... on n'avait pas commandé assez, du coup. Alors, on avait quand même... frustrant, mais bon problème. Quand même beaucoup commandé et doublé la commande, même quand on a vu l'enthousiasme qu'il y avait par rapport aux chauffades qu'on faisait. Mais... pour le coup, pas assez commandé, échaudé des fois d'avant. mais il vaut mieux ça dans ce sens-là. Voilà. Ouais. C'est toujours un bon problème d'être en rupture par rapport au problème de se retrouver avec le stock sur le mettre en précommande, tu peux toujours te rattraper, t'as trop de stock et tu sais pas comment le vendre. Et donc c'est arrivé suite à une analyse en se disant il faut on cherchait ce 2e hero product pour avoir une 2e force, etc. Et donc on a vu qu'il y avait cette opportunité de marché avec les signes extérieurs du marché de l'analyse qu'on avait faite. Et puis on a décidé pour toutes les raisons qui collaient avec notre marque de se lancer à fond dedans. Ultra intéressant. En plus maintenant on peut nous on a des marques qu'on arrive même à continuer à scaler en précommande il y a pas mal d'outils et tout. On l'avait fait aussi et en vrai c'est un momentum de fou parce que le fait que ça soit en out of stock, ça donne une intention d'achat qui est encore plus élevée parce que les gens veulent avoir ce qu'ils peuvent pas avoir. Donc, les fondamentaux de la psychologie marketing. Si on parle, donc vous avez un produit qui marche bien, un nouveau hero product où vous sentez que l'attraction est bien, il n'y a pas de problème de stock, admettons. Du coup, gros focus sur la créa. Je suis curieux de savoir, pour le coup, donc il n'y a plus de question de on valide l'offre, ça on parlera peut-être après de la partie offre qui est aussi qui est un peu importante, mais en admettant que vous avez déjà passé cette partie-là. Comment vous testez vos créas? C'est quoi votre rythme? Comment est-ce que vous commencez par des créas qui sont sur du retargeting en bottom funnel? Est-ce que vous faites, c'est quoi un peu l'approche? On a toujours été très top of funnel en mode faut qu'on fasse de l'acquisition au maximum. Ok. Parce qu'on s'est toujours dit que même une bonne créa d'acquisition fera office de retargeting pour quelqu'un qui hésite. C'était bien sûr, on avait des badges de statique, on avait quand même
comment dire, un partitionnement du niveau de conscience de la marque et des créas qu'on envoyait. Mais la majorité de nos créas, c'était quand même on veut convertir le plus de gens possible, comme si personne ne nous connaissait. Donc vidéo principalement. Vidéo principalement, énormément. Et, quelque part aussi, ça, dans l'analyse, j'ai rajouté que c'est aussi parce que on faisait énormément d'acquisition client, donc toutes nos pubs étaient effectivement top of the funnel, mais en fait, quelque part, parce que les moments de l'année étaient aussi, par exemple, le Black Friday ou le Q4, c'est beaucoup plus, du coup, je trouve, pour le coup, là, ciblé offre, et donc quelque part... Bien sûr, en fonction des moments de l'année, mais je veux dire, si vraiment tu as un produit là, boum, un produit qui fonctionne bien, il a une offre, et savoir comment il va venir, on va dire, scaler ce produit-là, parce qu'en fait, faire du retargeting, ça dépend. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as une très forte acquisition SEO, où tu as beaucoup de trafic qui vient d'autre part, là, pourquoi pas commencer sur Meta avec du retargeting, histoire de se faire un peu la main, de chauffer un peu toutes les datas, et après de se dire, bon, bah, je vais lancer de l'acquisition là-dessus. Nous, c'était pas notre cas. Nous, c'était vraiment, c'est ça qui tire toute la croissance. Donc, il faut tout de suite aller chercher. Voilà, il faut tout de suite. Et en plus de ça, on avait un produit qui avait un petit peu besoin d'évangéliser le marché, parce que se démaquiller avec de l'eau, c'était pas commun, parce qu'on avait des produits un peu fluo, un peu différents. Et donc, on devait, dans quasiment chacune de nos pubs, expliquer. Tu vas montrer que le produit fonctionne, expliquer ce que c'est, pourquoi, quels sont les avantages de l'utiliser. D'où la vidéo, notamment pour... Et voilà, et en photo, c'est compliqué. Voilà. Et donc, vous aviez plutôt le poids de votre budget qui était sur l'acquisition. Oui. C'était quoi, 80-20, 90-10 En termes de acquisition, retargeting. Ouais. C'est ça, on avait à peu près 10-15 retargeting max. Ouais. Ce qu'on conseille à peu près à nos clients, de mettre la grande majorité. Enfin, surtout sur Meta, autant sur d'autres plateformes type Google ou autre, c'est un peu différent parce que on n'est pas forcément sur du premier touchpoint, mais en tout cas, à mon sens, la force de Meta, c'est justement d'aller chercher des nouveaux utilisateurs. Exactement, donc autant c'est de te faire connaître, c'est de montrer ta porte d'entrée, ton affiche de ton, imaginons que ce soit un resto, quoi, tu la montres à tout le monde, quoi, et donc après qui veut rentre, mais ça c'est la force de la bonne créa après. Et alors, ça ressemblait à quoi un cycle complet de tests créatifs chez vous? Vous aviez quoi? Est-ce que vous avez de l'idéation, donc c'est toi qui la faisais, ensuite la production, vous mettiez en testing, c'était quoi un peu les... En gros, en tout premier, gros travail d'avatar, savoir comment on leur parle, qu'est-ce qui résonne émotionnellement pour les faire passer à l'achat ou pour en tout cas leur donner une réaction, même de cliquer sur notre site, de regarder la suite de la vidéo. Donc par exemple, Avatar, si tu t'en as deux en tête, un ou deux là, sur Releaskin, Avatar, nous on avait repéré qu'on avait un avatar qui était plus axé écologie, mais que l'écologie suffisait pas, donc c'est-à-dire que... alors, nous on avait tout âge, c'est-à-dire que notre grosse tranche c'était on va dire 35, 25, 45, 55. On savait que la plus grosse partie se trouvait entre 35 et 45. Mais, comme on dit souvent, on t'achète pas en fonction de ton âge, tu vois. T'achètes en fonction de ce que tu ressens, t'achètes en fonction de comment tu réfléchis, des problèmes que t'as, des solutions qu'on vient de t'avancer devant tes yeux quand t'es en train de scroller. Et donc, du coup, on avait fait un gros travail, mais qui s'arrêtait pas que à des données démographiques, mais plutôt vraiment à des triggers émotionnels qui fait que on savait très bien qu'en disant tu vas moins polluer, ça va pas forcer l'achat. C'est rarement le cas d'ailleurs. Voilà. ça marche. C'est rarement le cas. Et nous, ça marchait bien. C'est moche. Voilà. Et nous, ça marchait. Mais on est tous comme ça. En vrai, si on est honnête avec nous-mêmes, tu vois, on veut tous que la planète se porte mieux, mais à un certain niveau, quoi. Et on n'est pas tous prêts à faire les mêmes sacrifices. Et donc, du coup, on avait compris que ça marchait pas. Par contre, si on agitait le problème de fou en disant que le produit, il arrive en Inde, et puis après, il est transporté en camion, puis après en bateau, puis machin, juste pour que tu puisses retirer ton mascara le soir, bon, bah déjà, ça vient un peu plus réveiller le problème, en gros. Et donc, on avait ça. On avait aussi une grosse typologie de clientes où là, on venait avancer pour réduire les problèmes de peau. Donc, parce que tu n'as pas de produits chimiques, parce que le pads est très doux, tu vas avoir moins de rougeur. Et cet angle-là, on l'avait découvert de par les retours de nos clients. Donc, angle très différent de l'autre. Très différent. Donc, tout terrain de jeu créatif totalement différent. On avait un angle prix, parce que c'est réutilisable, tu vas gagner de l'argent. Ça va marcher très bien aussi. Souvent, faire gagner de l'argent, c'est un bon vecteur de réaction, d'achat, de consulter un site et tout ça. Et après, plein d'angles alternatifs qu'on avait testés au fur et à mesure du temps, que ce soit de la comparaison, que ce soit pas mal de choses, quoi. Donc, point de départ... Point de départ, Avatar. Nous, notre process, c'est aller trouver des créas winners chez les autres. US, France, au moins possible, on partait de notre tête, au mieux c'était. Donc là, tu fais comment ta veille? T'as des marques outils, que tu... Ouais, des marques, des outils, TrendTrack, Minea, voilà.
Le plus dur, et c'est ce que là on apprend aux gens qu'on accompagne maintenant, c'est analyser les créas pour savoir comment retranscrire la même recette gagnante, mais l'adapter à ta propre marque, à ton propre produit. Dans les grandes lignes, c'est quoi ça si tu peux le synthétiser, ça peut prendre longtemps. Mais... Ouais, voilà, ça dépend beaucoup, mais c'est vraiment... En fait, on se rend compte quand même que c'est pas mal d'expérience, et pas que de la théorie, tu vois. Mais souvent, qu'est-ce qui fait qu'une créa fonctionne? C'est l'angle, en premier, voire parfois en deuxième. Le format, ça peut jouer forcément. Et après, on va dire le copywriting de la pub, le tournage, je trouve qu'une créa, c'est un peu un mélange de plein d'éléments. Et t'en as que s'ils sont foirés, ça fait mal à tout le reste, quoi. Ouais. Le hook, par exemple. Le hook, voilà, en fait, c'est ça. Le hook en premier. La théorie, c'est de connaître tous les éléments de la recette. Et ensuite, la pratique et l'expérience, c'est en voyant un plat, savoir dire, dans ce plat-là, il y a ça comme ingrédient de la théorie qui sont présents, qui font que c'est winner. Et ça, transmettre, entre guillemets, la recette winner, ce qui est en théorie, c'est facile. Savoir reconnaître dans le plat du voisin pourquoi il est étoilé, c'est plus dur. Et entre guillemets, c'est ça. On peut manger chez un étoilé, on dit ok, ça c'est un étoilé parce que la data le dit, le marché le dit, très bien, c'est une pub winner. Par contre, quand la personne va visionner la pub, la plupart du temps, parce que c'est un métier aujourd'hui, les gens n'ont pas l'œil assez aiguisé et quand ils nous proposent par exemple une copie, ils vont se dire j'ai copié ça, et souvent ils sont à côté en fait des trucs importants où ils ont voilà, et en fait maintenant là ce qui est winner, c'est que vraiment là c'est l'actrice, elle est incroyable, et elle aurait pu dire autre chose, le script est pas ouf mais c'est vraiment l'actrice, ou alors là c'est vraiment l'offre qui est incroyable. Donc enfin voilà, simplement savoir mettre le doigt sur ce qui fait que c'est winner et comment le reproduire, c'est assez compliqué, et ça c'est vraiment de l'expérience et à force de travailler qu'on affine l'œil, quoi. J'aime beaucoup l'analogie du resto étoilé. C'est cadeau. Moi aussi, je te l'ai piqué. C'est vendu, c'est cadeau. c'est cadeau. Il y aura une petite marque déposée. Ouais, non, mais je prends des royalties. J'ai un chatbot qui tourne, ça marche. Magnifique. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi, et je pense, en fait, surtout quand les créas, elles sont, particulièrement quand elles sont bien faites, tu te rends pas forcément compte. C'est tellement fluide que tu te rends pas forcément compte qu'elles sont bien faites. Souvent c'est ce côté fluide qui fait qu'elle est bien aussi. Exactement. Et on t'a emmené d'un point A à un point B, mais tu t'en es même pas rendu compte, on t'a juste emmené sur le site. Et quand le pire, c'est quand on pense que c'est simple, c'est pas simple. C'est qu'il y a du travail derrière, et que si ça coule tout seul, c'est parce que ça a été réfléchi pour couler tout seul, et donc faut faire très attention à ce que ça coule aussi tout seul pour nous. Et puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que moi j'analysais beaucoup avant de marques, je le fais un peu moins maintenant, c'est plutôt notre équipe créa qui fait ça, mais j'analysais pas mal de marques US, dont une que je trouve assez bon, c'est Coterie, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une marque qui vend des couches et qui font je pense 100 millions, un truc comme ça, c'est assez solide. Okay. Full méta, enfin grosse partie de leur acquisition sur méta, et j'avais analysé une de leurs pubs, et je trouvais que c'était ultra intéressant, parce que dans leur hook ils mettaient en fait directement l'avatar à qui ils s'adressaient, tu vois. Et donc typiquement ils vendaient des couches, mais dans leur cible tu avais des mamans qui avaient 2 enfants, tu avais des familles nombreuses, parfois ils rentraient par le problème, et juste sur le hook tu avais un tel travail de l'environnement visuel où tu te dis les 30 premières pas un secondes truc direct si t'as 2 enfants machin. Non, c'est genre, mais c'était par exemple moi j'ai un petit garçon, tu vois, qui a 2 ans. Le hook, c'était il rentrait même pas par la couche, ça arrivait à la fin, il rentrait c'était une image qui était une sorte de screenshot ou de screencast d'un babyphone, donc il te montre en gros des images de caméra que seuls les parents d'enfants de bas âge peuvent comprendre. T'avais juste après une petite séquence du bébé qui est en train de manger, qui en met partout, qui a 1 an, et à côté t'avais genre une sorte de hook texte hook balise de titre où c'était écrit un truc du style if you're a mom of 2 under 2, un truc comme ça, tu vois. Et donc en fait rien que les 2 premières secondes t'avais tous les éléments visuels qui te disent si t'es dans la cible tu te fais hooker, tu vois. Et je pense pas qu'ils avaient un hook rate de malade sur ça, par contre ils hookaient les bonnes personnes. Exactement, voilà. C'est ce qui compte, hein. Mais du coup si on revient, donc ultra intéressant, tu pars vous partez de l'avatar, donc t'appelles ça les triggers, c'est ça? Avatar, on va dire vraiment savoir qui est démographiquement l'avatar, mais surtout qu'est-ce qui, par rapport à notre produit aussi, peut émotionnellement le pousser à acheter. Ok, donc les angles aussi qui en découlent. Les angles qui en découlent. Ces mots qu'il utilise aussi. Okay. Ce qu'on appelle les verbatim. Voilà, les verbatim. Donc typiquement, tu vois, nous on conseille toujours de faire des sondages post-achat ou des sondages full base pour en savoir plus sur qu'est-ce qui a fait réagir les gens, pourquoi ils ont acheté, voilà. Et de regarder aussi
côté client c'est bien, mais côté prospect, donc ça c'est plus dur à chercher, mais d'aller sur des forums, d'aller sur des commentaires pour ne pas avoir que la data des clients, mais de savoir aussi qu'est-ce qui bloque l'achat ou comment les gens vont parler. La perception de tel marché chez telle personne. Ça a beaucoup de valeur. C'est un travail qui est assez difficile à faire, assez indigeste et assez peu naturel, mais tout autant important parce qu'en fait, d'utiliser les mots du prospect qui va, par exemple pour de la muscu, si ils disent muscu ou s'ils vont dire barre de musculation, etc. Enfin, on va dire vraiment son mot, ça aura un impact dans la pub évidemment. Et donc une fois que vous avez une idée de votre globalement la direction à laquelle vous voulez aller, vous passez en scripting. Là après on fait du script. Là je pense que c'est là où peut-être on était plus avancé que les autres déjà à l'époque, c'est qu'on a toujours mis... On s'est rendu compte que le script c'était vraiment la carcasse et tout découlait de là. C'est-à-dire que autant l'analyse qu'on avait fait avant, le tournage, le montage qui va suivre, tout part de la carcasse qui est le script. Et quand on dit script, c'est pas que qu'est-ce qu'on va dire dans la pub, c'est ce qu'on dit, le plan, l'intention, quel endroit de la pièce, comment c'est filmé, enfin une espèce de storyboard en fait complet. Et ça pour le coup, ça nous est arrivé de passer des heures sur une vidéo de 30 secondes juste pour se dire il faut toujours que ça glisse au mieux, il faut qu'on arrive à mettre les arguments dans le bon ordre, que ça soit le plus fluide possible justement comme on disait tout à l'heure, et que les mots soient bien choisis, que les angles soient intéressants, qu'on arrive à mettre en avant tout ce qu'on a repéré dans l'avatar, etc. Reprendre la recette gagnante de la créa dont on s'inspire, le mettre dans un script mais faire en sorte que ce soit cool, arriver à bien l'imager et faire en sorte aussi que tous les plans qu'on va tourner soient assez dynamiques et mettre en avant tout ce qu'on va dire et pousse encore plus ce côté convaincant, on va dire, de la pub. Et vous mettiez du coup, parce que c'est un point quand même ultra important, moi j'ai vu des tonnes de scripts magnifiques mais avec un montage qui n'était pas au niveau et donc en fait tu n'arrives pas à traduire visuellement ce qui est bien, ce que tu veux dire. Vous alliez jusqu'à mettre... pour des indications pour vos montages sur en gros qu'est-ce qu'il faut mettre en b-roll. Et c'est l'avantage aussi d'avoir tout en interne, c'est-à-dire que pour le coup les monteurs ils venaient, ils arrivaient avec leur PC, hop j'ai fait ça pour des retours, c'est très très précis parce qu'effectivement la vision du montage peut détruire une ad ou l'améliorer, et donc du coup c'est vrai que les instructions montage c'était pour gagner du temps. On faisait un petit loom ou toujours en fonction une visio pour dire voilà je pensais ça, etc. pour transmettre la vision. Et ensuite, dans tous les cas, c'est nécessaire des allers-retours parce que c'est toujours nécessaire. C'est ça. Et vu que c'est quand même moi qui faisais les montages au début, tu vois, j'avais cette vision de ok, là je pense que ça serait bien de faire ça. Enfin, c'est un avantage quand même de savoir le faire au départ pour driver les personnes derrière. Voilà, donc ça c'était cool. Tournage, on mettait beaucoup de soins. En fait, dans toute notre chaîne d'exécution, on a toujours mis beaucoup de soins. Quitte à prendre plus de temps, tant pis. Parce qu'on savait qu'une bonne pub qui apporte de la perf sera toujours mieux que 10 pubs pourries. Et donc, au début, on pouvait mettre une journée pour tourner une pub d'une minute, facilement, tournage. On a toujours mis à peu près une journée de tournage pour n'importe quelle pub, à part des trucs très courts, voilà, mais c'était quasiment une pub, une journée de tournage, quoi. Et parfois plus. Et ça vous est arrivé d'avoir des pubs sur lesquelles vous avez mis énormément d'énergie et qui marchaient pas du tout? Oui, bien sûr. Malheureusement. Arrivé, et des pubs un peu, tu sais, genre limite une cliente qui t'a fait une vidéo et tu la lances et ça marche, et tu sais pas pourquoi. Et ça, bien sûr. Et vous arrivez à... Typiquement, je pose la question aussi... moi, je pars du principe que tout n'est pas à jeter souvent dans une pub. Est-ce que vous arrivez à récupérer des éléments, à réutiliser tout le temps, on avait notre monteuse, Laura, du coup, notre chef monteuse, qui avait une énorme banque de données, qui classait tout en permanence. Donc, rush d'ouverture de boîte de pads, boum, c'est sur une timeline sur Adobe Premiere, et elle en a 100. Donc tous les b-rolls étaient centralisés dans Voilà, au bout d'un moment. Mais par contre, on essayait quand même toujours de retourner des rushs en se disant, on dépense tellement de budget, les gens voient tellement nos pubs, que c'est mieux si l'ouverture de la boîte, même si c'est la même boîte, de la même couleur, etc., elle est un petit peu filmée différemment dans un autre endroit, avec des mains avec des ongles différents. Et même pour Meta, dans l'analyse de Meta, quand il voit la pub et que c'est des nouveaux rushs, il va toujours plus pousser que quand il voit que c'est du même contenu. Donc, et ça, d'autant plus depuis la mise à jour, là, Androma, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Donc, vraiment, retournez vos rushs quoi, au maximum. Voilà. Et dans le tournage, tant qu'on n'était pas content de la prise, on la refaisait, quoi. Donc, ça nous est arrivé. Tu vois, moi, j'ai des clients que j'accompagne aujourd'hui, j'ai appris qu'ils faisaient parfois des tournages en 15 minutes, 20 minutes et tout, et j'ai dit, les gars, les rendus est pas mal, hein. Oui. Juste, mais si il y a plein de choses que vous pouvez parfaire, nous, ça nous arrivait parfois de faire 20 fois la même phrase, parce que une fois que si t'es monteur et que t'arrives à la fin et que t'as juste 2 rushs et que les 2 rushs ils sont pas ouf, tu peux plus rien faire. Le tournage il est passé
Et pour le coup, c'est toute la chaîne de travail qui tombe à l'eau. Puisque du coup, même si tu as beau passer beaucoup de temps sur le montage, beaucoup de temps sur la recherche d'ads, beaucoup de temps sur les offres, tout, s'il y a un élément de la chaîne qui est cassé, bah, tout tombe. Et donc c'est pour ça qu'on mettait de l'effort pour le coup là sur chaque élément, quoi. Et surtout, du coup, vous étiez en plus, vous avez prévalidé vos angles qui fonctionnaient, donc c'était d'autant plus important de mettre du temps et de l'énergie dessus pour parce que, enfin, du coup, vous savez que ça peut fonctionner. Voilà, au début, il faut y aller. Et pareil, en termes d'angle. Vous avez fait beaucoup de testing d'angle au début? Ouais, énormément. Obligé. En vidéo toujours ou vous toujours en vidéo, vraiment. Pour nous, le côté statique, c'était du plus. Mais principalement du retargeting. On n'a jamais mis. C'est moi, pareil, c'est moi qui faisais toutes les statiques sur Canva. Tu vois, on n'a jamais recruté quelqu'un pour faire nos statiques, par exemple. Jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Ok. Donc, mais parce que du coup, on faisait ça rapidement. Mais par contre, même dans les statiques, on avait des bonnes pratiques. Tu vois, on remettait les angles qui fonctionnaient bien. On savait comment les objections qu'on devait contrer. Voilà. Vous testiez à peu près combien de créas par mois quand vous étiez sur des volumes de... Ouais, quand on était sur des gros volumes de dépenses, je dirais qu'on était à peu près, variation comprise et tout, on arrivait à sortir, je pense, une quinzaine de créas par semaine. Donc ouais, une grosse cinquantaine, quoi. Par semaine? Par mois? Par mois. Okay. Une grosse cinquantaine. Et après, on avait plein de petites itérations que je compte pas, tu vois. Juste on change un hook, on le lance... Tu raccourcis un truc, tu mets un call to action différent. Voilà. Ok. Ultra intéressant. Et en termes de tests, alors ça m'intéresse de rentrer un peu dans la technique. Je sais pas si c'est peut-être je sais pas si c'est encore frais dans votre esprit, mais si, ça va. Très bien. Sur la partie structure de compte, donc vous disiez gros budget sur la partie acquise, un peu de retargeting. Est-ce que vous aviez une campagne de testing qui était dédiée? On avait une structure de compte assez simple au final qu'on n'a jamais arrêté de simplifier au fur et à mesure du temps. On avait une campagne de testing par hero product. Donc typiquement, on avait une campagne de testing pads, une campagne de testing SOA. Parce qu'on s'est quand même rendu compte quand on foutait tout au même endroit, c'était pas incroyable pour les perfs. Et en termes de lisibilité, c'est pas ouf. Donc du coup, campagne de testing, ABO, testing très classique, le plus souvent broad. Un ad set, un ad set, 3 hooks dedans ou 4, ou voilà, généralement 3 hooks à l'intérieur de l'ad set avec la même créa. Une bonne nomenclature pour s'y retrouver, parce que sinon, quand tu lances ce volume-là de créa, après tu sais plus laquelle est laquelle, et voilà. Surtout avec Motion, du coup, voilà, en plus, tu peux mettre des balises et tout en fonction, donc ça, c'est intéressant. Une campagne Advantage Plus pour vraiment venir scaler le top du top de celle qu'on a testée, mais le plus souvent, on commençait déjà à scaler dans la campagne de testing en horizontal, en augmentant le budget de la BO, simplement. Une campagne de retargeting qu'on a au final, à la fin, fini par supprimer complètement. On disait on lance des statiques en testing, en fait, sachant que c'est une statique, ça va forcément retargeter. Et voilà. Et audience broad principalement? Principalement, ouais. Donc tu mettais quoi Femmes 18-65 plus. On excluait nos audiences trop chaudes, enfin les achats de 30 jours, ce genre de choses. Et vous faisiez du... Vous faisiez non, alors oui, mais ASC, campagne. On en avait une, voilà, on en avait une ASC où là on mettait vraiment le top du top de toutes les créas. Donc ça c'était la scaling en gros. Voilà, c'était la scaling, mais on n'hésitait pas parfois sur une campagne en ABO, sur un ad set d'une créa qui marche bien, à mettre 2000 € par jour. Et souvent c'est ce qui marche le mieux. Nous parfois c'est marrant parce que dans notre esprit, surtout avec le fonctionnement agence où tu essayes de standardiser au maximum, les structures sont assez schématiquement, tu as testing, scaling, retargeting et peut-être un peu de campagne de LTV, et tu te dis la logique voudrait que ta créa en testing, une fois qu'elle est validée, tu la passes dans ta campagne de scaling, sauf que une fois sur deux, elle marche moins bien dans le scaling que dans le testing, donc en fait tu la laisses dedans, donc tu es obligé de la scaler dans ton testing, donc changer le naming, et à la fin ta campagne de testing c'est plus vraiment une campagne de testing, je suis d'accord. Des fois elle dépense plus que la campagne d'acquisition. Mais ce qui compte au final, c'est que ça fasse le max de perf. Exactement. Donc, voilà. Et vous diriez que, alors c'est peut-être un peu technique pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions sur les acronymes, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on y répondra. Là on est vraiment dans le détail de méta, mais c'est intéressant. Est-ce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça va me revenir, c'est pas grave. Si on
vous faisiez donc beaucoup de fil rouge sur votre scaling, ou vous aviez aussi, c'était rythmé par des temps forts, typiquement Les deux. Nous, fil rouge, c'était evergreen pour nous. Voilà, on était au max toute l'année, et après, quand vraiment il y avait les temps forts, là, on envoyait encore plus. En fait, il y a un moment donné, on a été quand même. C'est des profils qui sont durs à scaler en termes d'humains. Là, je parle de ce genre d'équipe de scriptwriters ou de personnes qu'on prend du temps à former. Ouais. Et du coup, on a été dépassé par la croissance versus les équipes qu'on avait en interne. Donc, on a dû, par exemple, on s'en est rendu compte quand on a mis plus d'efforts ads sur la créa des thés d'oreiller, on avait moins de ventes et de manière logique sur les pads, puisqu'on faisait plus de pubs avant que sur les pads, parce qu'on n'avait que les pads. Donc là-dessus, c'est logique. Et pareil, je sais plus pourquoi j'étais parti dans cette direction-là. Sur le fil rouge versus... Mais oui, voilà. Et donc du coup, il faudrait faire tout le temps du fil rouge, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps nécessaire. Mais forcément, quand il arrive une grosse OP comme le Q4, le Black Friday, etc., tous nos efforts aller sur faire des ads direction Q4 par exemple, ouais. Et donc on n'avait plus de temps, tout simplement, plus de bande passante pour faire des fils rouges. Donc il faudrait, mais entre ce qu'il faut et ce qu'on peut faire, bon, des fois il y a des limites, quoi. Puis après, nous, ce qu'on observe aussi, c'est que le fil rouge, c'est dans tous les cas, il en faut, parce que les campagnes evergreen, c'est ça qui fait scaler, enfin, c'est ça qui fait vivre. C'est ça qui fait que quand tu arrives au moment fort, tout le monde t'a vu pendant toute l'année et que tu récupères toutes les billes. Exactement. Placé, quoi. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que on a fait un webinaire pas plus tard qu'hier sur le sujet, c'est qu'en fait, il y a quand même une manière de faire des gros pics de vente, c'est quand même de surfer sur les temps forts et d'avoir une OP qui est complètement dédiée. Ça, on est d'accord. On n'a jamais fait des si gros chiffres que dans les lancements ou les Black Friday, mais il faut savoir bien le faire. On y vient. Ouais, curieux de savoir un peu. Magnifique transition. Alors rapidement, ma question m'est revenue et après on peut passer sur la partie OP. En scaling, vous dépensiez à peu près combien en pourcentage de budget dans les grandes lignes pour qu'on se rende compte On n'avait pas vraiment de règles, je dirais, dans le sens où on scalait ce qui marchait, quoi. Okay. Donc c'est-à-dire que si au bout d'un moment on se retrouve à tout mettre en scaling parce que tout fonctionne, on n'hésitait pas à le faire. Okay. Voilà. Mais vu qu'on avait quand même un volume de créa assez régulier, on en testait quasiment tous les jours, donc tu avais toujours une part de testing qui bougeait pas et qu'on laissait quand même souvent 2-3 jours avant de prendre la moindre décision. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est intéressant. Mais du coup, on s'est jamais mis vraiment, genre ce mois-ci on va dépenser tant chez Meta, on va dépenser tant, ça marche, on pousse. Ça marche pas, on réduit. Et on a toujours géré comme ça. Toujours avec du roulement créatif derrière, voilà, pour renouveler. Toujours. Temps fort, du coup, c'était quoi, vos OP principales, votre mécanique que vous utilisez, votre martingale un peu qui sauce. VIP list, vous en avez fait, j'imagine. VIP list à fond, VIP list, belles offres et des bonnes créas. Donc c'était ça principalement ce que vous faisiez comme OP. Ouais, quand tu disais tout à l'heure que les offres, une fois qu'on les avait validées, nous on retravaillait tout le temps les offres. Il n'y a pas d'une OP sur l'autre où on gardait, on les rechallengeait tout le temps. Parce que dans une offre, il y a toujours du testing à faire, en fait, comme dans l'ADS quelque part. Et donc, d'autant plus quand on a un gros catalogue produit, nous 50, c'était pas non plus immense, mais voilà, d'essayer de réfléchir les offres et justement de se dire, ok, dans mon offre, là, je pourrais rajouter un petit produit, je pourrais rajouter ça, ou un cadeau. Et donc, du coup, on va développer des produits en fonction même des offres qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut même driver le développement produit, quoi, la réflexion des offres. Alors, comment vous les testiez, ces offres, justement ? Là, pour le coup, c'était au début de la réflexion sur les marges, sur qu'est-ce qu'on pense être le mieux, sur le niveau de pricing, sur les valeurs perçues, les prix psychologiques, donc un ensemble de choses, les remises qu'on va annoncer en ads, donc il y a plein de choses qui peuvent driver l'offre. Et puis une fois qu'on avait testé les offres, ensuite la relecture et l'analyse de ces offres-là, là c'était clairement plus vraiment purement des maths, quoi. Ok, il y a eu tant de chiffres sur ça, tant de ventes sur celle-là, tant de marge, etc. Ok, la pire c'est celle-là, la kill, on essaye de la changer. Ok. Et donc pour chaque OP, par exemple Black Friday, vous disiez ok, ça approche, il faut qu'on trouve une nouvelle offre ou vous... On le testait généralement Black Friday, on en testait aux alentours d'Halloween ou parfois un peu avant. Sur d'autres OP du coup ? Ouais, en avant, sur une OP moins importante. C'était pour voir vraiment, on testait une première salve ne serait-ce même que par mail, pour voir un petit peu les datas et savoir quel pack que tu as fait par exemple aspire le plus de commandes pour déjà avoir assez de stock et se dire ok, s'il aspire autant les commandes, j'essaie de le rendre encore plus irrésistible, le placer plus haut et faire en sorte que tout le monde achète celui-là. Donc on avait une toute petite phase de testing et après à chaque fois on prenait les learnings qu'on avait avant pour essayer de se dire là on a nos learnings, on kill ce qui est pas bon et sur ce qui est bon, comment on peut l'améliorer.
Et on créait d'autres packs, on faisait d'autres choses. Et après, en ads, on envoyait pour le coup beaucoup de volume. Ok. Là, c'est plus simple à faire des créas pour Black Friday, tout ça. Tu cries que c'est pas cher, quoi. Oui. Il n'y a pas à se poser la question, tu vois, Ouais. d'angle ou de machin. Bien sûr, tu vas devoir un petit peu éduquer et tout quand même. C'est là où Des c'est gens- quand même plus des créas limite de retargeting, parce que Ouais. c'est juste, en fait, c'est de l'activation de tout ce que tu as Voilà. planté avant. Voilà, Ouais, ce qu'on donc- disait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est là où c'est important d'avoir quand même une présence. Tu peux Bah, pas juste obligé. arriver à Black Friday et Mais non, pop, parce pop que de sinon, nulle part. pourquoi et- je devrais acheter chez toi parce que c'est pas cher? Je sais Ouais. même pas ce que tu vends, je sais pas pourquoi j'en ai besoin, j'ai jamais eu envie en fait. Et en fait, tu fais passer à l'action toutes les personnes qui sont déjà Mm. de près ou de loin Ouais, intéressées par le En produit. disant c'est vraiment le plus bas prix de l'année, let's go quoi. Et c'était quoi du coup votre mécanique dans les grandes lignes que vous mettiez en place? Pour le lancement, Ouais. VIP list. VIP list avec un opt-in assez simple. Une grosse, on va dire, boucle de mail pour venir chauffer avec plein de psychological triggers très précis, justement, des mails très précis pour faire en sorte qu'une fois que tu es rentré dans la VIP list, tu sois chaud bouillant le jour où ça va sortir. Donc VIP List avait d'abord pub, Pub méta méta, pour inscrire les gens, Ouais, inviter exactement. les gens vers la LP. Pub Ouais, pour faire inscrire les gens, LP avec une bonne LP quand même, Ouais. opt-in, boucle de mail qui chauffe tout le monde, et après belle page de collection sur le site, où là justement, je peux pas tout te révéler non plus, mais pour le coup c'est vraiment un peu la secret sauce, mais bon voilà, que tout le monde connaît, mais on sait quand même les choses sur lesquelles il faut être Ouais. précis. précis Ouais. et mettre son effort, mais quand même le tout est soutenu par la créa encore une fois, Ouais. parce que c'est ça qui te fait rentrer les gens dans la VIP list, c'est ça qui te fait avoir des grosses perfs quand tu vas lancer aussi. Et activation du coup derrière par email le Ouais, jour et J. l'email, et- voilà, c'est l'email après qui fait tout le taf de chauffer les gens et d'activer le jour J, et ne pas hésiter à pas envoyer qu'un seul email, quoi. Nous on était vraiment des gros bourrins là-dessus. Et il y a souvent, nous on aime beaucoup cette strat, alors qui est de plus en plus démocratisée, donc je pense qu'elle elle a une date d'opération, Mhm. mais ça marche encore. Parler de psychological trigger, toute personne aime se sentir, entre guillemets, avoir ce sentiment d'exclusivité, d'accès à des choses un peu en avant-première, ce genre de choses, donc ça fonctionne encore. Mais il y a un point qui revient souvent, en tout cas dans les marques qu'on accompagne, c'est un peu tu vois, cette peur de surinvestir en amont sur des résultats qui ne sont pas forcément tangibles immédiatement. Typiquement, quelqu'un qui s'inscrit à une VIP list, rien ne te dit derrière qui va convertir. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces marques-là? Ça Est-ce que dépend tu le boulot que tu as fait déjà pour le chauffer, pour t'assurer que tu as de plus en plus de chances qu'ils convertissent. Et surtout, tu as quand même des métriques. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand on voit les CPA, qui ont des marques en evergreen, qui sont parfois même à 20, 30 pour tu vois, ceux qui ont des CPA, on va dire quand même assez tranquilles, bah là, tu vas choper un lead à 2 euros. Ok, donc en fait, il faut que j'ai 10% des leads pour que je retombe sur mon CPA d'habitude. Sauf que là, c'est un moment où l'intentionnalité est plus forte, où je vais avoir un panier moyen plus haut et tout ça. Donc, bien faire ton calcul et te dire, bien sûr, si tu as 10 euros par lead, là, je vais te dire, y a un problème. bon, il y a un souci. Ouais. Voilà. Par contre, tu es à 1 euro, 2 euros, même 2,50 euros, et derrière, tu sais que ta boucle de mail est puissante, tu sais que tes offres sont folles, que ton site est bien fait, que toute la mécanique, elle est bien huilée. Après, c'est une règle de 3, quoi. Voilà. Et vous avez fait, je sais pas si vous avez le droit de communiquer sur les chiffres, mais vous avez fait des très très gros lancements sur des Black Friday. Ouais. On a fait, notre record, ça a été 440 000 en 24 heures. Sur un Black Friday. énorme. En full VIP list, du coup. Beau, bravo. Pas beaucoup de pubs. C'est plus que ce que font certaines marques qui passent sur qui va être mon associé le soir de la diffusion. Ouais. Comme quoi. Est-ce que vous... Alors un petit mot, j'ai plein de questions si ça m'intéresse, mais je vais essayer de les trier. C'est quoi votre avis sur les landing pages? Est-ce que vous en faisiez? Si oui, dans quel contexte? Est-ce que vous faisiez plutôt de l'acquisition, redirection de trafic vers les pages produits? On a un peu tout fait. Ouais. On n'a pas itéré le truc non plus incroyablement bien, je pense, sur les landing pages. On le voit beaucoup aux US quand même. Je pense que c'est intéressant quand tu as un certain niveau de dépenses. Pareil, je pense que c'est pas le focus qu'il faut avoir quand tu commences, et quand tu dépenses même 500 000 euros par jour, c'est pas ça qui va faire la diff. Par contre, nous, typiquement dans les lancements produits et tout, la manière de faire la landing, l'UX qu'on va amener comme argument dessus, c'était important quand même en termes de coût par lead, tout simplement. Je pense que c'est bien d'en avoir. C'est super parce que c'est facile à tester en plus de ça. Par contre, il faut avoir le budget pour le faire, quoi. Landing page, c'est pas donné. Et tu le ferais, si vous le faisiez, vous le feriez sur quoi si vous devez conseiller à une marque qui, par exemple, est déjà
spend déjà bien, qui fait de l'acquisition principalement sur les pages produits, si un type de landing page ou toi dans la réflexion qui se dit tiens j'aimerais bien tester un autre funnel d'acquisition, vous feriez sur quoi? Sur un top produit, sur Ouais, moi je fais top produit, top angle aussi, qui suit bien avec la créa. Et nous, une landing qui marchait bien, mais c'était pas une vraie landing, c'était une landing, on va dire, insérée au site, mais c'était une landing offre. Okay. Où tu vois, t'achetais un produit, t'avais un cadeau, t'achetais 2 produits, t'avais 2 cadeaux, etc. Et ça a vraiment révolutionné notre acquisition quand on l'a mis en place. Et en fait, la landing, faut pas perdre de vue que ça reste comme en français, une page d'atterrissage, quoi. Ouais. Et en fait, ça vient du coup à la suite d'une pub. Donc en fait, c'est vrai le conseil classique, c'est qu'il y ait une cohérence entre ta pub, ce que tu dis dans ta pub, les personnes que tu touches par ta pub et ta landing page. Donc du coup, si ta pub, on fait un gros travail de ciblage d'avatar, de ciblage d'angle, etc., bah, c'est bien que ta landing page soit cohérente avec ton ads. Ouais. Donc du coup, c'est là où il y a le plus de performance, c'est quand le tunnel glisse bien et que ce que tu dis dans ta pub est retrouvé directement sur ta landing page. Bon, bah, c'est là où c'est le mieux. Donc c'est pour ça qu'on parle de prendre le top produit, top angle, parce que bah, c'est ce qui marche en ads, c'est ce qui a le plus de chances de marcher en landing. Donc c'est une logique qui est implacable, mais qui des fois n'est pas respectée, tout simplement. Mais nous, par contre, on a envoyé un max de trafic sur les pages produits. Et ça vendait sans aucun problème, bien sûr. Même en acquisition froide. Ouais, complètement. Okay. Parce qu'on avait des bonnes offres dessus. Ouais. Et parce que même la page produit était bien c'était utilisée. les top angles déjà sur notre page produit était copyrightée. Et oui. Voilà. On avait fait l'effort aussi là-dessus. Quelque part, c'est c'était toujours les mêmes aujourd'hui, les pages produits ou... Je pense qu'ils ont un petit peu modifié, mais oui, c'est globalement les mêmes. Si on va aller jeter un coup d'œil un peu. Ouais, tu peux, bien sûr. Et pareil, en fait, on n'a jamais été expert de ça. Mais juste, on se disait, il faut que ce soit cohérent. Par exemple, on va te montrer les pads Rainbow dans la pub, tu vas arriver sur la Rainbow. On va te montrer les nudes, tu vas arriver sur la nude. Enfin, on était quand même... Donc, c'est limite, t'as un funnel adapté à voilà, la quoi. Ah, exactement. Et quand t'en vois plein, je vais t'envoyer sur un pack mix où t'en as plusieurs, tu vois. C'est intéressant parce que de nos échanges, ce que je comprends, c'est que vous partiez... Le point de départ, c'était quand même souvent la créa. Toujours. Stratégie. Vraiment, quasiment. Là où t'as beaucoup de marques qui se disent je pars de mon produit, de mon site et j'essaie de le vendre. Vous, c'était la réflexion un peu quasiment inverse. C'est-à-dire... Du moment que c'est cohérent, c'est quand même bien. Ouais, voilà. Et par contre, quand on a eu cette landing page d'offres, on a fait des créas exprès pour cette offre. Ouais. Et forcément, ça marchait beaucoup mieux que quand on faisait une créa normale, evergreen, et qu'on envoyait sur cette offre. Là, il y avait une espèce de friction, parce que les gens ne comprenaient pas. On parle d'un produit, puis j'arrive, puis là, on parle de cadeaux, de trucs. Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, avec du recul, sur votre, ce scale que vous avez réussi dans votre exécution? Ou plus largement dans... L'exécution, moi, je dirais en premier. Ouais. Et le choix de choisir sur quoi on met notre énergie. Notre focus, ouais. Notre focus. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien se dire on met tout sur Amazon, etc. On aurait sûrement, quasiment sûr, pas réussi à scale. Donc vraiment, avant tout, c'est connaître ses forces. Si la personne qui nous écoute est vachement fort en retail, reste dans le retail, prends quelqu'un prend Rhodes et ils vont faire du bon taf. Mais voilà, c'est savoir ses forces. Et nous, on a su se concentrer sur nos forces, ne pas s'éparpiller, choisir d'internaliser les bons trucs et d'externaliser les bons trucs. Et c'est ça qui, pour nous, a été vraiment, je trouve, le game changer. Game changer, et après, vraiment, l'exécution de faire au mieux. C'est-à-dire que vraiment, même chaque personne qu'on recrutait et tout, on disait... Tu peux pas te permettre de sortir une créa si toi-même tu penses qu'elle est pas ouf, quoi. C'est bête, mais on cherche pas non plus la perfection parce qu'il y a une idée de volume, mais c'est le bon équilibre entre quantité et qualité. Et pour le coup, moi qui j'étais en charge de review tous les scripts, tous les montages, etc. Je le faisais, tu vois, vraiment en mode même parfois il y a une faute d'orthographe à 3 secondes de la fin de la pub. Bah non, tu changes la faute, on refait un export. Ouais, donc il y a quand même une notion de précision dans ce que vous faisiez. Un petit peu, ouais. Dans l'étoilé. Voilà, c'est ça. Et je pense que il y a plein de gens qui se disent il faut que je fasse beaucoup de volume. C'est ce qu'on entend souvent, c'est le volume. Et volume, c'est bien, mais si tu fais en volume un plat de merde... T'as beau avoir 100 plats à ta carte. Voilà, et souvent on dit les meilleurs plats, les meilleurs restos, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de plats, tu vois. Mais je le vois même on enchaîne. On enchaîne. Métaphore fille. Non mais en vrai, ça a du sens. Et puis moi, je le vois même sur d'autres... je fais des parallèles. YouTube, par exemple, tu vois, moi, je fais pas mal de contenu sur YouTube. C'est extrêmement ingrat parce que YouTube, tu passes beaucoup de temps sur une prod. Et en fait, parfois, elle fait genre très peu de vues. On est dedans déjà, c'est bien. Et du coup, moi, mon learning, c'est que tu vois les gros youtubeurs et ceux qui arrivent à faire vraiment des vues, ils sortent pas une vidéo par semaine, ils sortent des vidéos, sauf ceux qui ont des équipes et tout, mais ils prennent du temps
Ils sortent un banger de temps en temps et c'est aussi risqué d'une pète à côté. certaine manière. C'est risqué. Mais bon, après, t'as raison. Je pense que l'équilibre entre C'est volume ça, et qualité. c'est l'équilibre entre les deux, qui est et important. c'est dur à trouver, mais voilà. Et vraiment le focus, le fait de... Même, tu vois, on a des clients aujourd'hui qu'on accompagne, on leur explique nous, tout notre parcours, ce qu'on a fait et tout, et à quel point Meta peut être un levier, mais pour n'importe quoi, hein, pour une app, pour même tu as un business physique, si tu fais bien tes pubs, tu peux ramener plein de monde dedans. Sauf que les gens, tant qu'ils goûtent pas, ils se disent c'est pas possible, tu vois, ou c'est pas pour moi, ou c'est que pour les autres et tout. Moi, je suis persuadé que tu sais faire des bonnes pubs, tu vas vendre n'importe quoi, Ça marche. ça marchera. Et un truc important que je me permets de rajouter, c'est que, à la différence de YouTube, Meta, le testing coûte. Oui. Et c'est un gros changement. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup de quantité, mais du coup pas de qualité, bah, ça te coûte de l'argent. Tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, tout le testing que tu vas faire, toutes les ads que tu vas mettre en testing qui vont pas fonctionner, ça te coûte de l'argent. Oui, parce que tu as un budget à chaque fois pour valider. Et parce que tu as un budget pour valider, à la différence de YouTube, là où c'est gratuit. Tu vois. C'est gratuit, t'as le monteur, t'as tout ça, mais t'as la Media Maker. Mais voilà. Mais oui. Mais tu peux Je vois avoir ce que aussi un tu veux dire, monteur mais chez nous, même si ça coûte. Mais voilà, mais dans l'idée, c'est juste que il faut avoir aussi conscience que de faire beaucoup de quantité sans qualité, ça a un coût au final. Et que les gens, pour dire, ah, vrai, je vais payer tant pour faire des bonnes ads ou telle formation, etc., bah, investir pour faire de la bonne qualité, au final, c'est des fois, et c'est souvent très, très rentable par rapport à faire de la merde et puber sur de la merde. Donc, c'est important à avoir ça en tête. C'est très, très bon point. Vous avez fait des erreurs, des grosses erreurs sur Meta, une qui vous vient en tête Des grosses, non, je pense pas ouais, des grosses. un jour, tu sais, j'avais fait une campagne où tu mets des caps là ou des CPA, cibles, ou je sais plus ce que c'est. Voilà, des caps de CPA. Et en fait, en quelques heures, la campagne a dépensé 8 000 €, qu'on l'a vite coupé à midi, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, la petite boulette qui fait mal. Et après, sur Meta, je trouve que c'est plus dur de faire des erreurs sur Meta, à part les classiques de je duplique ma pub, mais je prends pas le même lien, donc en fait, je perds toute ma social proof. Enfin, tu vois, des trucs qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact, où je change un lien et en fait, la social proof que j'avais, hop, il y a tout qui est parti. Voilà. Mais sur Meta, c'est plus progressif quand même. Tu vois, tu peux pas. Sur les influx, on a fait des boulettes de ouf. On a pris des influx ultra chers. Elles nous ont fait 3 ventes et on s'est dit, voilà, par contre, on a perdu un paquet d'argent pour rien. Meta, ça reste progressif. Tu vas tester 100 €, ça marche, tu mets 200. Enfin, voilà. Une erreur qui n'est pas directement liée à la technique Meta, mais c'est de mettre. Donc quand on tourne une pub, de faire apparaître une marque, c'est débile, mais du coup on a pu se faire strike une pub parce qu'on voyait une marque dedans. Donc ça c'est pareil, après une on marque était sur laquelle vachement... on crachait, hein. Tranquillement. Une marque de coton jetable sur laquelle on disait bah, prenez pas ça pollue la planète. Oui. Donc ça se comprend qu'ils nous aient strike, mais du coup après on était vachement vigilants comme à la télé, en fait limite à cacher les marques, etc. Pour pas qu'il y ait de strike. Donc ça c'est pareil, si vous avez une marque où vous êtes nous contre les autres par exemple, bon bah doucement sur les autres, quoi, pas cacher les logos parce que ça peut être un. Mais voilà, mais par contre, on se disait toujours, je crois que c'est Will Smith qui disait ça, tu sais, vaut mieux s'excuser que demander la permission. Oui. Et nous, on se disait tout le temps ça en disant, par exemple, au bout d'un moment, on a fait des reportages bruts. Et bah, au bout d'un moment, bruts, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, les gars, vous allez arrêter de faire des reportages bruts parce que ça ressemble trop à brut. Et on savait que ça allait arriver. Mais on s'est dit, bah, le temps que ça arrive pas, on surfe quoi. Vous avez surfé sur le truc. Et surtout, que si ça arrive à leurs oreilles, c'est qu'on a déjà bien surfé, donc c'est cool quoi. Voilà. Donc, c'est un peu notre mantra. Ils sont un peu relous sur ça, Meta. Nous, ça nous arrivait d'avoir des pubs où une que j'ai en tête, on avait fait pour le coup un vrai taf de storytelling, de scripting, de tournage et tout, de montage. Et en fait, on avait mis le hook, c'était un truc sur. On parlait d'une série Netflix. Et j'ai mis le logo Netflix, on s'est fait strike direct. Ah ouais, la marque s'est pris un courrier et tout. Bref, donc on avait fait une créa où on disait si tu veux pas avoir les cheveux comme Affida Turner pour l'été de rien en soi, on a mis la pub. Dans la journée, il y avait l'équipe d'Affida Turner qui nous a dit les gars, retirez la pub. C'est dingue, ils ont des bots du coup qui se. Je sais pas, trop bizarre. En tout cas, on avait bien ciblé. L'algo avait bien ciblé parce qu'il avait ciblé le père d'Affida Turner, je crois, un truc comme ça. Et ils ont acheté du coup. Voilà, un truc marrant, quoi. Est-ce que. Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressant, et je pense qu'après, on va tout doucement arriver vers la conclusion. Vous étiez très méta-dépendant. C'était une force parce que du coup, vous avez toute votre énergie focus là-dessus et vous alliez très très vite et vous maîtrisez votre sujet. Est-ce que ça a déjà été vous avez déjà fait la réflexion, est-ce que ça a déjà été un piège, est-ce que ça a déjà été compliqué, est-ce que tu vois, ça arrive des fois de te faire strike ton compte si c'est 100% de ton trafic ou 80% de ton trafic, ça peut faire très très mal, comme ceux qui prennent des pénalités SEO. À quel moment ça vous a jamais
Vous avez jamais dit ça, c'est quand même risqué, c'est dangereux? Si, on savait que c'était dangereux. Ouais. Je pense comme toute chose extrême, il y a toujours une conséquence. Un revers de la médaille, j'ai envie de te dire, qu'on a accepté de prendre. Mais bien sûr que c'est dangereux. Nous, maintenant, quand tu vois, il y a des clients qu'on a, des entrepreneurs, où ils ont une partie de retail ou une partie d'Amazon qui tourne très très bien, quoi qu'il arrive, en fait. Et du coup, ils ont le luxe de pouvoir faire du méta et devenir ce qu'elle est. J'aurais préféré être dans cette situation-là. Ouais. Sauf que nous, on l'avait pas. Et on s'est dit, par contre, ce truc-là, il marche. On va mettre tout ce qu'on a dedans. Après, et pareil, je pense aussi que ça dépend beaucoup de la vision de la boîte que tu as. On en parlait tout à l'heure au début, mais si tu veux faire une machine à cash et vite la revendre, c'est dangereux et encore, ça va. Si tu veux avoir une boîte qui dure 20 ans, machin et tout, oui, être dépendant de méta, tu sais très bien qu'en 20 ans, il peut se passer tellement de choses, d'algo, de trucs, Donc, c'est un revers obligatoire, quoi. Par contre, ça peut t'emmener tellement loin que nous, le revers, on s'est dit, il n'y a rien qui peut nous emmener aussi loin, donc tant pis, on prend le risque. Voilà. On n'a pas parlé, vous avez touché un petit mot tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, maintenant que vous avez quitté, vous avez revendu les Liskin? En fait, de manière naturelle, on est venu nous chercher pour du consulting, c'est-à-dire que nous, on a voulu avant tout souffler. Donc on s'est dit, ok, c'est fini, on souffle un petit peu. Et naturellement, des gens dans l'écosystème e-commerce nous ont passé 1, 2, 3 coups de fil, nous ont dit, est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus, machin. Et naturellement, on s'est retrouvés, c'était pas un projet de vie à la base, mais on s'est retrouvés à accompagner des marques. Et on s'est trouvé un peu, pour ma part, passionné par cet accompagnement, parce que il y a un petit côté, tu vis par procuration l'aventure, tout en ayant le côté, c'est pas ma boîte, je peux quand même souffler. Et donc, ça cochait le côté passion de l'aventure e-com et respirer. Donc, les deux étaient cochés. Et au final, ça a été un nouveau rythme de vie qui aujourd'hui me va très bien. Et donc, aujourd'hui, on sélectionne beaucoup nos clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 4-5 clients, donc on n'est pas du tout une agence, on est vraiment dans du one-to-one, dans de l'humain et de founder à founder, donc c'est plus un accompagnement, on va dire, ciblé, personnalisé, qu'on a commencé avec des amis, et que maintenant on a élargi un petit peu à des connaissances, du bouche à oreille, ou des gens même qui nous ont écoutés sur un podcast, qui nous contactent sur LinkedIn. Des marques quand même, c'est cool. C'est des beaux projets. Et ça c'est cool, quoi, parce que c'est vraiment de l'humain avant tout. Et après, parce que souvent quand ils nous contactent, ils ont déjà entendu toute notre histoire, ils en savent beaucoup plus sur nous que ce qu'on en sait sur eux. Et après, on fait connaissance, il y a un fit humain qui se passe, on voit si oui ou non déjà on peut vraiment les aider avant toute chose, parce que ça sert à rien de dire oui on vous prend, etc. Non, on voit s'il y a un vrai fit et en termes de compétences, qu'on a la même vision, et si c'est le cas, on leur partage leurs lignes, au maximum, pour qu'ils évitent de faire des erreurs qu'on a pu faire et qu'ils aillent plus vite, quoi. Et vous faites ça tous les deux, du coup On fait ça tous les deux, ouais. On a chacun des clients de notre côté, on va dire, et on a des clients en commun aussi, en fonction de... Souvent, ce qu'on prend en commun, c'est là où nos deux compétences sont en fait, ça leur apportera encore plus de valeur. La vision 360. Après, nous, aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur tous les champs, c'est-à-dire qu'il est capable d'intervenir sur la logistique, sur l'influence, comme mais sur le parfois, méta. tu vois, je me sens moins à l'aise sur certains trucs, donc je dis, Tim, au moins pour ce call-là, viens avec moi. Enfin voilà, et puis même ça nous plaît en fait de rester à deux et de continuer à le faire comme ça un petit peu à deux. Je trouve ça génial cette association qui dure dans le temps sur différents types de business. C'est marrant. Cool. Et puis mais en fait on a tellement traversé le truc ensemble que en fait au bout d'un moment ça a coulé de source que se dire pour aider au mieux les gens, c'est d'avoir parce que avec Tim on est un peu le yin et yang, tu vois, même dans la boîte on essayait d'un peu se canaliser chacun. Tu vois, quelqu'un qui a une bonne idée, l'autre qui va la remettre en question, du coup on réfléchit et à la fin on prend la meilleure décision qu'on pense être ça entre les deux. Donc voilà. Et moi de mon côté, j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi. C'est vrai ? Ouais. Ah, trop bien. Je fais très peu de vues pour l'instant. Et non, moi l'objectif, c'est Chris Navarro. Chris Navarro. Voilà, tout simplement. Mais on mettra le lien. Ouais, pour l'instant, vous la trouverez pas encore si vous tapez Chris Navarro. Donc voilà. Et après, moi, le vrai but, le vrai projet là que j'ai en ce moment, c'est que j'aimerais faire un groupe school. Ou du coup faire un programme en 12 semaines pour apprendre aux gens à faire des bonnes créas, tout simplement. Donc un truc très applicable. De A à Z, où tu débloques à chaque fois une semaine pour laisser le temps d'appliquer les conseils et tout ça. Faut faire un feat avec Nielsen. Voilà, on a déjà fait l'école et tout, donc c'est cool, j'ai vu ces vidéos, c'est vraiment très cool. Même le montage, la DA et tout, j'adore. Donc voilà le projet. Magnifique. Est-ce que vous... Alors ça c'est plus ma curiosité, vous comptez relancer une boîte à un moment ou investir dans une marque
Pour le moment, non, mais je ferme pas la porte. Hein. C'est ça, c'est comme le consulting, c'était pas un projet de vie à la base et ça nous est tombé dessus quelque part. Ouais. C'est un peu pareil, c'est un peu des opportunités de vie, des rencontres qui font que demain peut-être, mais c'est pas un projet de vie en tout cas. Ok. Mais ouais, ça reste quand même cool le e-com et tu vois, moi je ferme pas la porte, je sais que c'est quand même un truc qui me passionne, donc si demain j'ai une opportunité, un produit qui me plaît, où je sens qu'il y a une tendance de marché que je vois personne dessus, Let's go. Quoi. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Timothée et Chris ? LinkedIn. Ouais, Timothée Briouat. Christophe Navarro. Et sur YouTube, du coup. Sur YouTube. Et voilà. Et si vous avez besoin même de faire un petit call, n'importe quoi, d'avoir un conseil, on est assez accessible en fait. On essaie d'être accessible parce que nous, on a un peu roulé notre boss et que maintenant, on s'est dit, ce qui nous importe, c'est quand même d'aider des gens, tu vois. Nous, ça a changé notre vie. On s'est dit, pourquoi pas aider d'autres gens à changer leur vie aussi. Donc voilà. Magnifique, on s'arrêtera sur ça. Let's go. Trop bien, merci énormément pour cet épisode qui était riche en plein de choses. On a parlé autant de l'entrepreneuriat que de méta, que d'équipe, que d'humain. J'ai beaucoup apprécié, donc grand plaisir d'avoir tourné ça avec vous. Je vous mets pas en retard parce que je sais que vous avez un agenda aussi très chargé aujourd'hui, donc on se tient au courant pour la suite. Bonne continuation, bon courage pour les différents projets et on mettra tous les liens dans la description pour les personnes si elles cherchent à vous joindre. Merci Étienne. Merci Tim, merci Chris. Bientôt, bonne journée, salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.